Salut les gens, comment ça va? Bah écoutez, je suis vraiment ravi de vous recevoir sur ce magnifique plateau pour une troisième fois. Et aujourd'hui avec un sujet qui nous travaille depuis quand même quelques mois enfin depuis quelques mois, quelques années maintenant, ça commence à faire sur mon stream. C'était vraiment un sujet, je vous avais dit, je voulais vraiment vous en parler. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'inviter quelqu'un pour en discuter et poser parce que voilà, donc ce soir on va parler de droit international, on va parler de paix, on va parler de droit pénal international, on va parler de guerre, on va parler de puissance, on va parler de relations internationales, etc. Enfin bref, et j'ai le plaisir d'être rejoint aujourd'hui par Yoann Soufi, pardon, je savais que j'allais faire l'erreur, par Yoann Soufi du coup. Tu es donc avocat en droit international, juriste. Tu as travaillé auprès de pas mal de tribunaux pénaux internationaux, que ce soit du côté de la défense, mais aussi... Non, c'était surtout la défense des victimes Non, défense, victimes, procureur avec les juges, aussi des enquêtes, un peu partout. Et tu as aussi travaillé à l'UNRWA, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine. Et aujourd'hui, donc tu es aussi aux Nations Unies, mais dans un autre... C'est ça, à Genève, pour un projet qui s'occupe des crimes commis au Sri Lanka pendant la guerre civile là-bas. Ok, d'accord. Et ben en tout cas, je suis vraiment ravi de te recevoir parce que, merci. Comme je disais, ça fait vraiment très très longtemps que... Même d'ailleurs bien avant le 7 octobre, puisque moi-même en fait j'ai fait un master de recherche en relations internationales, donc c'est un sujet qui me trotte toujours dans la tête. J'avais fait mon mémoire sur les théories de la paix. Et ça a toujours été un truc qui me trottait dans la tête. Et comme je fais pas mal d'actualités politiques, il y a toujours des crossovers en fait avec les questions internationales. Et moi-même je me sens pas non plus suffisamment expert pour non plus tout résumer et tout transmettre de façon intelligible à mon public. Donc, je suis assez content qu'on puisse avoir une discussion qui nous permet aussi de parler aussi au travers de ton parcours de toutes ces questions-là. Et puis, bien évidemment, avec l'actualité et le retournement récent, enfin, ça commence à faire quelques années, mais le retournement international récent entre l'Ukraine, puis Gaza et... toutes ces évolutions en fait qui ont mis les relations internationales au centre des discussions politiques en fait actuelles. Donc voilà, merci encore. Merci beaucoup de l'invitation. N'hésite pas du coup alors encore à lire le chat. Bon voilà, je sais que les gens ils sont très contents et les gens dans le chat n'hésitez pas, c'est le train de la hype. Donc n'hésitez pas à offrir des abonnements pour les pauvres personnes qui vont se retrouver avec une publicité en plein milieu d'un long développement passionnant sur le droit, sur toutes ces procédures complexes, etc. Donc n'hésitez pas à offrir des abonnements des gens dans le chat pour les protéger de la pub ou même vous-même prendre un abonnement pour soutenir ce live. Voilà. et déjà, je pense qu'on peut commencer déjà en te présentant. Donc on a un petit peu, je t'ai un peu présenté rapidement et souvent, la première question, c'est un petit peu ça a été quoi ton parcours en fait? Qu'est-ce qui t'a amené vers le droit, enfin déjà vers le droit, ensuite vers le droit international. Ça a été quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a intéressé en fait? Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Cergy, dans le Val d'Oise. Et puis, en fait, comme beaucoup d'entre peut-être des gens qui nous regardent, je savais pas trop quoi faire. J'étais pareil que toi. J'aimais les relations internationales, j'aimais le droit, j'aimais la politique, je voulais être James Bond, je voulais être procureur, je voulais être policier. Donc, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit que j'allais faire du droit. Et puis, j'étais pas un super bon élève au lycée. J'étais dans la moyenne basse, même, on va dire. Donc, j'ai eu mon bac avec 10,5. Et même mes premières années de droit, c'était un peu dur. Et en fait, par contre, j'ai découvert le droit international et là, ça a été la révélation. C'était... Ah ouais? Mais quoi en particulier, genre je sais pas, en fait, j'adorais les relations internationales. J'adorais la politique, le droit constitutionnel. J'aimais le droit pénal. Et du coup, je découvre un truc qui est le droit international, qui est vraiment en frontière exactement de ce que tu disais, de la politique, du droit et des relations internationales. Et pour moi, c'était une révélation, quoi. Et du coup, là, je me suis épanoui. Et quand on s'épanouit, on devient bon. Donc là, du coup, j'ai validé mes années de manière un peu plus simple. J'ai passé le concours du barreau, donc je suis devenu avocat à Pontoise. Et
je sentais quand même que ça me titillait, quoi. J'aimais faire des comparutions immédiates, des gardes à vue, aller au commissariat à Sarcelles, Argenteuil et Deuil-la-Barre, mais je me disais, ça me manque quand même un peu, c'était pas mon rêve. Et du coup, j'ai postulé auprès de tous les avocats qui avaient leur nom à la Cour pénale internationale. Et puis, il y a un avocat parisien, Arthur Verken, qui m'a dit, moi, je cherche quelqu'un pour aller sur le terrain au Rwanda et enquêter... Bon, je m'étais un peu vendu entre-temps et puis j'avais fait un stage de Nations Unies à Bruxelles et du coup il m'a dit voilà, si je cherche un avocat français pour aller au Rwanda, est-ce que vous êtes dispo? Ça, j'avais 24-25 ans. Du coup je dis je suis dispo et puis voilà, c'était le début de l'aventure, quoi. Oui, parce que c'est passionnant, parce qu'en plus, le Rwanda, donc c'était après le génocide des Tutsis, et ça a été un moment aussi d'élaboration aussi particulière dans la sortie de conflits, avec notamment à la fois un tribunal pénal international, mais aussi une tentative de gérer le retour à la paix avec les communautés locales, etc. Ouais. Toi, t'étais à peu près à quel niveau? C'était quoi? Alors moi je suis pas... j'ai l'air vieux, mais je suis pas si vieux que ça. J'avais 11 ans en 1994 durant le génocide, mais donc ça c'était en 2007 quand j'ai rejoint l'équipe de défense d'un ministre qui était accusé de génocide. Mais effectivement, il y a en fait dans tous les processus de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire que par définition, les guerres, notamment les crimes de masse, impliquent, notamment lorsque c'est des guerres civiles ou lorsqu'il y a des conflits, ça implique tous les pans de la société, en fait. Tous les liens de sociabilité qui entrent. Exactement. Et du coup, un des prémices de la justice pénale internationale, qui est un peu un mythe, mais auquel on essaie de croire, c'est de dire... La responsabilité pénale pour ces crimes de masse, elle est individuelle. Donc, en gros, Hitler, il est responsable des crimes nazis. Netanyahou, il est responsable des crimes. Poutine est responsable. C'est forcément un mythe parce que, par définition, il y a beaucoup plus de gens. Et donc, ce que le Rwanda a essayé d'entreprendre, mais c'est toujours difficile, c'est d'avoir aussi des procès qu'on appelait gachacha, où dans les villages, on se réunissait, on parlait... et puis on essayait d'identifier les auteurs, et lorsque les auteurs se dénonçaient eux-mêmes, eh bien il y avait aussi des remises de peine, et donc on essayait de les réintégrer. Mais sûr que la justice dans les conflits comme ça de masse, c'est difficile parce que il y a besoin de vérité d'abord. Un peu de réconciliation, un peu de justice. Vérité et réconciliation. Exactement. Et des réparations aussi. Les victimes, elles ont besoin d'être réparées financièrement, moralement. Donc voilà, c'est ça, moi, qui me passionne. C'est cette justice dans toutes ses dimensions, quoi. Oui, parce qu'en plus, il y a vraiment un aspect social et politique, puisque c'est, à l'échelle de la société entière, en fait, qu'il faut réparer, et aussi, y compris, en fait, la façon dont l'État va fonctionner après, justement, un crime de masse, et comment est-ce qu'on répare et recrée, en fait, tous les liens qui ont été détruits par... c'est ça, c'est la confiance dans l'État, d'une certaine manière. C'est quand même une invention politique, c'est-à-dire que ça n'existe pas, l'État, et c'est un peu un contrat moral. C'est un contrat entre... des gens qui disent « Moi, je vais être protégé en termes de sécurité, en termes social, en termes politiques par nos représentants. » Et du coup, ces crimes de masse, en fait, ils rompent ce contrat social. Et donc, effectivement, la justice transitionnelle, c'est de rétablir cette confiance. Mais c'est difficile quand c'est l'État qui, toi-même ou ta communauté, t'a persécuté pendant des années. Ouais. Bon, en tout cas, c'était... Et du coup, donc, qu'est-ce que t'en as un peu retiré de cette expérience? Qu'est-ce que t'as découvert, du coup, sur ce terrain-là? D'abord, ce que j'ai découvert, pour être honnête, c'est de la modestie. Tu sais, quand tu sors, t'es avocat, t'as la robe en France, on t'appelle maître, et puis t'es au barreau de Paris ou même de Pontoise, et puis tu vas dans les commissariats, etc. Toi, tu sais, tu crois que t'es, je sais plus le nom, la Harvey Specter, ou je sais pas... Et puis en fait, tu apprends que tu connais rien à la vie parce que tu as 25 ans, tu te retrouves sur un terrain au Rwanda où tu comprends rien à la culture, à la langue, au conflit. Et puis, tu arrives avec tous tes préjugés sur la justice, sur l'importance du procès, etc. Et en fait, tu dois tout remettre en cause. Donc, c'est ça, je pense, la première chose que ça m'a appris, c'est que vraiment, en réalité, on apprend tous les jours, quoi. Et puis, depuis, ça fait 18 ans que je travaille dans ce domaine. Et à chaque fois, je dois me remettre en question parce que maintenant, je travaille sur le Sri Lanka, j'apprends un nouveau conflit. À Gaza, je comprenais rien. En Ukraine, je comprenais rien. Et à chaque fois, on apprend
comprend que voilà, il faut que faut tout remettre en question à chaque fois, quoi. Et et c'est vrai que dans tous ces trucs-là, c'est vrai que, enfin, en fait, je me rends compte qu'on est très très vite allé là-dedans, mais j'ai oublié de faire une petite définition éventuellement pour le chat. C'est quoi concrètement le droit pénal international? Parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça au final. Mais en gros, de quoi on parle? Parce qu'on voit que, je sais pas, en France, t'as la loi, ensuite t'as la Constitution, et ensuite les États, ils sont dans des structures encore plus grandes comme l'ONU, etc. Donc, comment ça s'organise, ça se place où en fait dans le droit pénal international? Écoute, en fait, le droit international pénal, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que c'est un concept, alors, qui débute à Nuremberg, en gros. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on considère qu'il faut juger les responsables nazis de la Shoah. Et donc, on crée un tribunal pour juger ces personnes. Mais c'est un tribunal qui est créé par les puissances... la France, les États-Unis, les vainqueurs, entre guillemets. Les vainqueurs, entre guillemets, même si la France, vainqueur, c'est toujours un peu... Moi, ça me choque toujours un peu, mais ouais. Et du coup, on juge, mais on juge des individus. C'est-à-dire que c'est un peu la première fois où cette idée de dire, en réalité, derrière les crimes, il y a aussi des individus qui sont responsables, et notamment les principaux leaders politiques ou militaires, ils sont responsables de ces crimes qui visent leur propre population. Donc ça, c'est vraiment le tout début de la justice pénale internationale. Et puis ça entre en hibernation parce qu'après on passe dans la guerre froide et là on parle plus du tout de justice pénale internationale jusqu'en 93 où on a d'abord les crimes en ex-Yougoslavie, notamment Srebrenica, et puis le génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis là le Conseil de sécurité des Nations Unies décide de créer des tribunaux à nouveau pour juger les individus responsables de ces crimes. Et donc, notamment, le client que moi j'ai représenté avec d'autres avocats français pour sa responsabilité individuelle dans le génocide. Et en 98, là, on décide de créer une cour pénale internationale, donc quasi universelle, ou en tout cas, c'est son objectif, à nouveau pour juger les auteurs, c'est-à-dire les individus responsables de crimes qu'on qualifie comme des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Donc, c'est des crimes qui sont définis donc pour la Cour pénale internationale, donc par le traité qui l'institue. Exactement. Et qui se base aussi sur, j'imagine aussi sur, ou alors c'est totalement différent, sur le reste du droit international qui est écrit à l'ONU, par exemple. Non, c'est ça. Non, exactement. C'est-à-dire que, tu sais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité, elle est en choc. Et l'idée, c'est prévenir, empêcher que ça se reproduise à nouveau. Parce que dans l'entre-deux-guerres, tu as un traumatisme qui a été la tentative de créer la Société des Nations. Et donc, le truc de on a essayé ce truc-là, ça marche pas. L'Allemagne s'en est barrée, l'Italie s'en est barrée, et puis après, voilà. Et il y a la question de comment est-ce qu'on recrée un ordre international qui est stable et qui garantit la paix. C'est ça. Et donc, entre 1945 et le début de la guerre froide, 1950, donc 5 ans, c'est rien du tout, on a un foisonnement d'idées. On crée les Nations Unies avec la Charte des Nations Unies qui pose des principes qui sont encore aujourd'hui applicables de non-acquisition du territoire par la force. En gros, on n'a pas le droit de prendre un territoire par la force, ce que fait Poutine, ce que fait Netanyahou et ce que font d'autres, ce que veut faire Trump. Les conventions de Genève, de dire même dans la guerre, il y a des règles. On doit protéger les civils. Lorsque quelqu'un est fait prisonnier de guerre, on le torture pas, on bombarde pas les hôpitaux. Des règles simples comme ça. Et une convention en 48 de prévention et de répression du génocide. Donc voilà, tous ces instruments dont on entend parler aujourd'hui, en gros, c'est ces 5 années. Et puis, le droit pénal international, effectivement, en 98, quand on adopte le statut de Rome, il reprend les définitions de ces textes. Donc, quand on parle de génocide, il dit, on ne va pas réinventer la roue. Un génocide, c'est ce qui est prévu par l'article 2 de la Convention de 48. Un crime de guerre, c'est toutes les violations des conventions de Genève qui ont été adoptées en 49. Et crime contre l'humanité, ça c'est le seul pour lequel il n'y a pas de convention. Et aujourd'hui, les États essayent d'adopter une convention. Mais si on va dans le statut de Rome, pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire le traité de la CPI, articles 6, 7 et 8, on a les définitions. Ok. Et oui, donc, tu disais donc qu'il y avait un moment, du coup, pendant toute la guerre froide, où justement cette justice pénale internationale avait un peu été mise entre parenthèses. Comment ça se fait? Est-ce que c'est lié à la nature politique des conflits? Parce que, moi, de ce que j'avais pas mal étudié sur la guerre froide, c'était que tu as aussi, au niveau des Nations Unies, le verrou du Conseil de sécurité, où comme à la fois l'URSS et les États-Unis avaient un droit de veto, ça faisait que chaque tentative, on va dire, il y a eu quand même des opérations de maintien de la paix, mais
chaque tentative un petit peu de médiation était systématiquement bloquée finalement par l'hégémon qui avait le droit de veto. Est-ce que c'est en partie lié à ça ou est-ce que Oui, c'est exactement ça. En fait, oui, on a une belle idée avec les Nations Unies, mais il faut se rappeler quand même le contexte. 1945, donc on a ces puissances qui se servent, en fait, qui disent, nous, il faut qu'on ait des avantages. Et les avantages, notamment, c'est que 5 États qui ont gagné la guerre, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, on va s'octroyer des privilèges. Et notamment, on est permanent au Conseil de sécurité et on a un droit de veto. C'est-à-dire que si on veut voter une résolution, il suffit que je lève la main et la résolution n'est pas adoptée. L'autre contexte qui est quand même particulier, c'est qu'on est en 1945, on parle encore de colonialisme. Oui, exactement. Et donc, il n'y a pas eu tout le mouvement. Enfin, l'ONU, c'est beaucoup moins de pays, en fait. Oui, c'est 50 États à l'époque. Et puis, les Africains n'ont pas voix au chapitre. Le Moyen-Orient n'a pas voix au chapitre parce que c'est des pays colonisés. Et donc, à l'époque, on considère que ce n'est pas important, en réalité, que ces États se partagent. Et donc, aujourd'hui, l'ONU, bien évidemment, c'est un mécanisme qui est extrêmement important parce que je pense qu'on n'aurait jamais réussi à avoir cette convention sur le génocide, les conventions de Genève, ou même ce système multilatéral aujourd'hui, mais en même temps, qui a déjà dans son ADN à la fois un tropisme, colonialisme et où certaines puissances s'octroient des avantages, et aussi ce blocage qui est inhérent, qui permet à un État, par exemple la Russie en Syrie ou en Ukraine, de lever la main et d'avoir un veto, ou les États-Unis à Gaza de lever la main et d'empêcher toute solution politique. Et c'est ce qui a été d'ailleurs très souvent des critiques sur lesquelles on va revenir vis-à-vis de la justice internationale, qui était que bon, la CPI, donc la Cour pénale internationale, vous êtes bien gentil, mais bon, vous servez surtout à poursuivre des dirigeants africains et pas trop les Européens, notamment sur le Rwanda où la France s'en est sortie sans problème. Ouais. Mais alors justement, et ça c'est une critique très justifiée, mais parce qu'en fait le droit pénal international, il y a pénal et il y a international. Et donc quand on pense, et je pense les gens qui regardent, ils pensent au droit pénal en France, bon, on a la police, on a l'État qui va arrêter une personne, et puis si une personne est condamnée, elle va en prison. Mais il n'y a pas de police internationale, on n'est pas dans Star Wars. Il n'y a pas de souveraineté supérieure à celle des États. Non, c'est ça. Et donc, les juridictions internationales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles dépendent de la coopération des États. Lorsque les États, et notamment les puissances, coopèrent avec elles, elle est efficace, elle est puissante. Lorsque les États, comme c'est le cas actuellement, la Russie, les États-Unis, la Chine, sont totalement opposés à ce qu'elle fonctionne, elle se retrouve paralysée parce qu'elle peut prendre toutes les décisions qu'elle veut. Si elle n'a pas les forces armées qui vont aller arrêter les personnes et les remettre dans les mains du procureur à La Haye, du coup, ces décisions, elles restent largement inopérantes. Mais c'est vrai que pendant un moment, on se posait la question de est-ce que ces décisions vont être prises ? C'est pour ça que là, on va arriver plus sur le contexte plus récent, parce que, donc, comme je disais, il y a eu un vrai retournement un petit peu qui s'est passé. En vrai, pour moi, je le date à partir de l'invasion de l'Ukraine. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, ce qui a été un petit peu parce que on le voit beaucoup en termes de retour, parce que du coup, quand tu as écouté les cours d'histoire, tu dis « Ah, c'est le retour de la guerre en Europe », ça fait un peu bizarre. Donc, c'est le retour de la guerre sur le continent européen, même si, bon, en vrai, encore, tu as parlé de la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie. Bon, ça faisait pas trop longtemps qu'elle était partie, la guerre sur le continent européen. Exact. Mais l'impression que, et puis, c'est la Russie. Donc, ça rappelle les grandes puissances de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, symboliquement, c'est important. Et ensuite, du coup, donc, face à ça, donc, la Cour pénale internationale, à ce moment-là, la Russie ni l'Ukraine, d'ailleurs, n'était pas partie au statut de Rome. Exact. Donc, au traité, du coup, qui institue la Cour pénale internationale. Et il y a eu des grands débats sur, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Si ces pays sont pas dans ce traité-là, est-ce qu'on peut quand même en poursuivre les dirigeants, etc. Comment ça s'est un petit peu... comment ce débat un peu s'est fait à ce moment-là ? Alors, deux choses. C'est exactement ça. Deux choses. Moi, je pense que le droit international, en fait, c'est un peu comme, j'ai tendance à dire, le pays imaginaire dans Peter Pan. C'est-à-dire que si tu y crois, ça marche. Si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Et l'affaiblissement du droit international, moi, je le date presque de 2001, en fait. C'est-à-dire que déjà... on avait des règles qui sont simples, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas un pays si on n'a pas un mandat du Conseil de sécurité. Et donc, on a quelques années entre la fin de la guerre froide et 2001, où ces règles, tout le monde est d'accord d'une certaine manière. Et puis en 2001, il y a les attaques du 11 septembre. En 2003, il y a l'invasion de l'Irak. Et là, il n'y a pas de vote du Conseil de sécurité. Notamment si les gens qui te regardent étaient nés, se rappellent, la France avait dit non, nous, on est capable de mettre notre veto.
Et donc, les États-Unis envahissent l'Irak, et c'est déjà une des premières fissures dans ce système international qui avait été adopté en 1945. Ça a été aussi une fissure idéologique avec la mobilisation omniprésente du terrorisme, le concept de terrorisme. Je crois d'ailleurs que tu avais travaillé là-dessus pour ton mémoire. Exact, ouais, c'est ça. Exact, tu as fait bien tes recherches. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce que d'une certaine manière, l'argument du terrorisme a permis de mettre de côté le droit national, les libertés publiques et le droit international, parce qu'on considérait que la seule manière de lutter contre le terrorisme, c'était d'ignorer l'état de droit, alors que c'est justement la volonté des terroristes de fragiliser les fondations des démocraties, notamment, ou des régimes autoritaires. Et ensuite, on a la guerre en Syrie, qui est une nouvelle violation massive des droits de l'homme, etc., avec aussi un silence de l'ONU en raison du veto russe, notamment. Ensuite, l'invasion de l'Ukraine, mais c'est pareil, on a l'impression 2022, mais la Crimée, enfin, on parle il y avait déjà la Crimée en 2014. Ouais. Donc, on voit comment, on dit rien pour la Syrie, on va tenter. Et en fait, c'est comme ça, c'est-à-dire que les États, ils observent ce qui se passe. Et donc, moi, si après on va parler de Gaza, mais ce que j'arrête pas de dire, c'est mais vous croyez quoi, que votre hypocrisie, que votre silence, il n'est pas observé partout dans le monde? Et donc, ce qui s'est passé en Syrie a permis à la Russie d'envahir la Crimée, et puis on n'a rien dit. En 2022, full invasion, et puis et avec la Palestine depuis 1948, avec pareil des violations constantes des droits de l'homme. Donc voilà en fait pourquoi tout est interconnecté. Oui, c'est que en fait le droit, dans tous les aspects, mais particulièrement le droit international, vu que encore une fois il y a cette question. Il n'y a pas une police qui va t'arrêter, etc. C'est avant tout, c'est vraiment une matière humaine, une matière politique, une matière sociale. Et dans ce cas-là, oui, c'est qu'en fait, il y a énormément de précédents qui ont été posés sans vraiment que... Bon, certaines opinions publiques s'en sont alarmées progressivement, mais ça s'est beaucoup un petit peu cantonné... c'était un peu certains gauchistes, certains juristes qui disaient « Oh, attention, on a quand même passé un cap bizarre, quoi. » Mais, et c'est vrai que moi-même, je date le retournement, en fait, en 2022, parce que c'est un retournement au niveau des opinions publiques internationales qui se sont dit « Ah, merde, ça nous a amené là. » Exact. Mais en effet, c'est des précédents qui ont été posés. Parce qu'en fait, l'impunité, mais c'est un peu... Imagine, tu vois, dans la rue, premier, passe un feu rouge, il se passe rien, deuxième, passe un feu rouge. Plus personne respecte le feu rouge. Pourquoi je vais m'arrêter si plus personne le fait? Donc, c'est un peu ça l'impunité. Mais oui, vraiment 2022. Et en fait, en 2 ans, et c'est là au moment où je trouve que c'est super intéressant et dramatique à nouveau ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que 2022, c'est la Russie. On décide, il y a un changement politique, on décide qu'il faut taper fort, il faut rappeler que c'est l'état de droit qui nous protège. Et donc là, on va all-in. Sanctions contre les dirigeants russes, sanctions contre la Russie, saisine de la CPI, la CIJ, la Cour internationale de justice, peut-être qu'on parlera. Le procureur qui lance un mandat contre le président d'une puissance. Les États-Unis, la France qui disent c'est magnifique, enfin c'est le renouveau du droit international. Et même moi j'étais waouh, ça c'est super, on a passé un cap. Enfin on s'attaque aux puissants et plus uniquement aux Africains. Mais déjà à l'époque. Et j'avais travaillé en Ukraine aussi. Donc je reviens d'Ukraine et je vois tout le monde qui applaudit, qui dit c'est génial votre travail, bravo, etc. Et je dis ouais mais les amis, moi pendant 3 ans j'étais en Palestine à Gaza et déjà il n'y avait pas d'applaudissements. Et donc j'avais écrit une tribune dans Le Monde où j'avais dit l'avenir de la CPI se jouera en Palestine. Parce qu'en fait j'avais déjà la conviction que le vrai test de la justice internationale, ce serait quand on allait s'attaquer aux puissants, mais aux puissants qui sont aussi proches des Occidentaux. Et ça n'a pas manqué, c'est-à-dire que 1 an plus tard, il y a le 7 octobre et la riposte israélienne. Et c'est là où on voit le retournement de veste, mais en quelques semaines, et avec 2 discours contemporains et temporairement, mais diamétralement opposés. On a eu l'illustration parfaite finalement de ce 2 poids 2 mesures. C'est de la schizophrénie pure. Mais là, j'ai vu sur Twitter il y a pas longtemps la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, un discours dans la même émission où il a fait juste un cut. Et où on entend sur la Russie et les crimes en Ukraine, et puis ensuite sur Netanyahou et les crimes à Gaza. Mais c'est schizophrénique ou bipolaire, quoi.
mais c'est vraiment, ouais, ça interroge. Mais c'est vrai que la Palestine, ça a été un moment de preuve, pas que de la CPI, mais aussi des opinions politiques internationales. D'ailleurs, une expression qu'on emploie souvent, c'est la preuve par la Palestine. Et c'est en fait le clivage que ça a induit, en fait, a été aussi très révélateur de, rien que dans la politique domestique française, de l'extrême droitisation aussi. Parce que c'est un truc que j'observais déjà, là où ça m'avait choqué, c'était pendant la réforme des retraites, quand il y avait la répression des manifs, etc. Et donc, il y avait la Ligue des droits de l'homme qui faisait son travail d'observation en manif, etc. Et dans une audition au Sénat, Gérald Darmanin qui commence à employer le terme droit de l'homiste, mais pour condamner, enfin comment dire, stigmatiser, pour décrédibiliser, stigmatiser, mais alors que c'est le terme de l'extrême droite d'habitude, bien sûr. Et que progressivement, en fait, cet appel aux droits humains commence progressivement à être utilisé rhétoriquement, en fait, de façon négative par une partie de la classe politique française. Et là, j'étais en mode, oula, c'est quand même, est-ce qu'il va falloir qu'on réexplique pourquoi les droits humains, c'est important? Parce que l'idée même d'universalité des droits, que oui, tu as le droit à vivre, à bouffer, à boire, à vivre sous un toit, etc. Enfin, l'idée même que c'est universel, qui fondamentalement, comment dire, avec laquelle tout le monde est d'accord jusqu'à ce qu'il faille l'appliquer, quoi. Mais, en tout cas, je voyais ça un petit peu grandir dans la classe politique française, et avec, du coup, le 7 octobre et la réponse génocidaire israélienne, ça a été finalement la confirmation de, oui, ok, donc le principe même des droits de l'homme est attaqué, point barre, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, les gens parfois ont l'impression qu'une démocratie, elle meurt du jour au lendemain, quoi, que c'est une crise cardiaque. Mais c'est pas du tout ça, c'est un cancer, c'est quelque chose qui est progressif, et puis c'est un combat permanent déjà. Et moi, j'ai l'impression que Gaza, en fait, l'hypocrisie, elle existe depuis toujours. C'est-à-dire liberté d'expression, sauf si tu dis quelque chose que j'aime pas. Je suis Charlie, sauf si tu dis Free Palestine, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'à Gaza, on l'a quand même le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que les mêmes qui disaient « je suis Charlie », aujourd'hui, ils attaquent les médias indépendants. Les mêmes qui parlaient de la liberté de religion, aujourd'hui, ils s'attaquent aussi. Donc, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a un basculement, et c'est ça que ça interroge aussi. C'est-à-dire que on le voit pas, mais aujourd'hui, le fait qu'on puisse poursuivre pour apologie du terrorisme des gens qui manifestent, le fait qu'on puisse interdire des manifestations, le fait que on censure les universités, quand je pense à la liberté académique, qui est quand même un des premiers tests aussi, ou la justice, tu vois, où c'est des trucs où tu dis, oulala, ça commence à pas sentir bon, mais demain, ça annonce des choses assez terribles, quoi. Ouais, et moi, c'était vraiment médiatiquement, quand il y a eu, au moment de la riposte israélienne après le 7 octobre, c'était aussi fascinant de voir comment il y avait eu une entreprise aussi de falsification de l'histoire et même falsification du droit et des faits. C'est-à-dire que pendant au moins 2 semaines, le mot contexte était banni des plateaux. Dès que tu disais ça, c'était pas possible. Mais donc, c'était vraiment un moment aussi où on a eu une espèce de réécriture en fait de l'histoire, où on pouvait plus parler de la Nakba, on pouvait plus parler de l'historique colonial en fait en Palestine, et presque et même comment dire, au niveau du droit, enfin un truc qui était tout bête au niveau du droit international, qui est le droit des peuples à se défendre. Disposer d'eux-mêmes, Non, mais la défense. Oui, bien sûr, la légitime défense. La légitime défense, etc. Oui, mais qui est appliquée à géométrie variable encore. C'est-à-dire qu'on reconnaît aux Ukrainiens et aux Israéliens, mais on ne le reconnaît pas aux Palestiniens. C'est ça, c'est que de faire comprendre que la Palestine, c'est un État. Sur la reconnaissance de l'État, c'est pas entièrement acquis. Du coup, il n'y a pas d'armée. Du coup, ça fait que les formes de la résistance ne peuvent que prendre, etc. Et en fait, rien que ça, qui sont des réalités complexes, politiquement, et qui sont des enjeux en fait de conquête. Parce qu'en fait, c'est un truc de c'est pas normal que tu n'aies pas comment dire, l'infrastructure politique, étatique, pour garantir ta défense, etc. Donc ces choses-là, qui sont normalement des enjeux de construction politique, sont devenus justement des
ont été falsifiés et mis sous le tapis d'un coup, en fait. Mais oui, mais parce qu'en fait, en France, on a du mal avec le colonialisme, déjà. Parce qu'on est une puissance coloniale. Oui. Et le seul moment où on comprend la résistance, c'est dans le cadre de l'occupation nazie de la France. Donc là, on valorise... mais c'est là où je parlais un peu de contexte, c'est-à-dire que quand même, 8 août 45, on célèbre la libération de la France, et en même temps, on massacre à Sétif, en Algérie. Donc, c'est ça aussi, et moi, en tout cas, ce que j'aime dans le droit international aussi, c'est que ça permet, alors, je suis français, je compte en être français, etc., mais... ça permet de prendre du recul et d'observer ça avec des outils un peu plus universels et objectifs et dire mais attendez, ça c'est un crime, ça c'est un droit, et le droit à la résistance contre une puissance coloniale, il est établi par le droit international. L'interdiction de cibler des civils, elle est établie par le droit international. Et donc, je ne veux pas entendre de quel côté on parle, je ne veux pas savoir quelle est la couleur de l'hôpital. Un hôpital, c'est un hôpital. Un peu comme un médecin, il ne regarde pas qui est le patient. Il soigne le patient. Et ben, un juriste, il applique le droit de manière, alors dans l'idéal, de manière aveugle. Et c'est pour ça que dans... le symbole de la justice aux États-Unis, par exemple, ou dans dans beaucoup de cultures, c'est aussi la Lady Justice qui est blind, quoi, qui a un voile sur les yeux. Mais c'est vrai qu'il y a un retour vraiment du... J'ai envie presque d'utiliser un terme psychanalytique, mais du refoulé colonial français, même sur... rien que moi qui observe beaucoup la politique nationale, rien que quand le RN, ils sont ramenés, ils ont eu 88 députés à l'Assemblée nationale pour la première fois. Tu sais que c'est le doyen qui préside la première séance à l'Assemblée, et le mec il a fait un discours en mode l'OS, c'était bien l'Algérie française, quoi. Je caricature à peine. Mais donc en effet, c'est que c'est sur toute l'hypocrisie que peut avoir la France vis-à-vis de ça, en fait, se retrouve dans aussi toute l'histoire coloniale qu'elle n'a pas soldée elle-même, et tout le travail du coup politique qui nous reste aussi encore à faire là-dessus, quoi. Mais oui, la dissonance que je vois notamment entre ce qu'on appelle de manière générale l'Occident et le Sud global, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que des gens qui ont jamais été colonisés comprennent pas. Et ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur la Palestine. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud, la Colombie ou le Vietnam projettent la résistance et la souffrance du peuple palestinien? C'est parce que eux l'ont vécu. Pourquoi est-ce que l'Irlande, qui est un État occidental, a des drapeaux palestiniens? Parce qu'ils comprennent ce combat. Et donc, c'est là aussi où on voit cette fracture, et qui est encore très présente entre les anciennes puissances coloniales, qui, eux, veulent la domination et la stigmatisation de la résistance, et les puissances colonisées, qui, elles, insistent davantage sur... le droit des peuples à l'autodétermination et à la résistance. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si à l'ONU, on n'est toujours pas parvenu à avoir une définition universelle du terrorisme. Parce que c'est exactement là-dessus qu'à l'Assemblée générale, il y a un débat qui est sans fin entre est-ce qu'un État peut commettre du terrorisme et est-ce que les mouvements de libération nationale doivent entrer en compte ou pas dans la définition du terrorisme. Et c'est pour ça qu'on a des définitions du terrorisme au niveau national, et donc il n'y a aucun doute sur ce que c'est qu'un acte terroriste en France, en Israël ou en Russie, mais on n'a pas de définition universelle, c'est-à-dire où tous les États sont d'accord, comme pour le génocide ou les crimes de guerre. Oui, parce qu'un des processus qui a beaucoup donné forme à l'ONU, ça a été le processus de décolonisation, l'arrivée massive de tous les pays du Sud nouvellement constitués. Exact. Encore instable, avec encore quelques coups d'État pour s'assurer mais et qui a amené en fait à notamment, il me semble que la résolution qui garantit justement le droit à la lutte armée pour les peuples colonisés, c'est aussi issu de ces peuples-là anciennement colonisés qui accèdent à l'ONU et qui disent maintenant on a le droit de citer, et on peut aussi dire le droit, quoi. Oui, c'est ça. Bon, avec aussi une hypocrisie, y compris au sein des États du Sud. C'est-à-dire que
On peut toujours trouver une minorité aussi. En plus, quand les frontières elles ont été dessinées de manière, on a toujours des États et c'est pas uniquement les États occidentaux. On a plein d'États, la Chine avec les Ouïghours et en Afrique plein de minorités qui sont persécutées. Donc, mais c'est vrai que oui, l'ONU a été pendant longtemps ce vecteur de décolonisation et de démocratisation d'une certaine manière. Aujourd'hui, on arrive peut-être à un système qui s'essouffle et qu'il faut donc réinventer. Et du coup, pour revenir sur ce tournant un petit peu que j'essaye de dessiner entre l'Ukraine puis Gaza, il y a eu aussi un autre tournant qui a arrivé, ça a été au moment de la réélection de Donald Trump, qui a aussi inversé les... qui a fait rentrer... c'est là où je vais faire rentrer dans ma narration la question du rapport de force. C'est pas que ça a fait rentrer. Mais tu seras un bon avocat, tu poses les questions dont tu connais les réponses. Non, mais en tout cas, qui a donné aussi à voir l'importance du jeu de puissance et du rapport de force politique aussi là-dedans. En fait, il suffit qu'une majorité change dans la plus grosse puissance mondiale, jusqu'à ce que la Chine le détrône, pour que aussi les logiques d'alliance se retournent et qu'on se retrouve avec cette scène d'humiliation totale de Zelensky, par exemple, à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on peut en faire, ça, vis-à-vis du côté du droit, de cette instabilité, finalement, des rapports de force? Ouais, non, tu as totalement raison. Pour moi, l'élection de Trump, elle marque quand même un tournant important, dans la mesure où on avait quand même une règle un peu établie au niveau international qu'un État avait une forme de continuité. C'est-à-dire qu'en France, tu pouvais avoir la droite ou la gauche. En Hollande, aux Pays-Bas, tu peux même avoir l'extrême droite ou l'extrême gauche. On respectait de manière générale les traités internationaux qu'on avait signés et les engagements des gouvernements précédents. Parce que ce que Trump a totalement dynamité, c'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir, il dit le traité avec l'Iran, moi ça me lie plus. Les engagements sur l'Ukraine, c'est pas ma politique, et sur la Palestine. Moi, sur la Palestine, il y a plus de continuité. Il n'y avait jamais eu ce genre de remise en question? Non, pas pour des puissances comme ça. C'est-à-dire que c'était un peu arrivé au Brésil avec Bolsonaro et Lula, mais en termes d'engagement si concret avec une puissance quand même. Ce qu'il y a aussi, c'est que les autres puissances, c'est pas des démocraties. La Russie et la Chine, c'est pas dur d'avoir une forme de continuité parce que c'est le même pouvoir depuis la nuit des temps. Mais même en France ou en Angleterre, qui sont les deux autres démocraties du Conseil de sécurité, entre les Tories et le Labour, il n'y avait pas de différence sur les engagements préexistants. Aujourd'hui, quelle est la valeur? Imagine un contrat, on signe un contrat et le lendemain je dis non mais en fait moi j'en ai rien à faire de ce contrat, il n'a plus aucune valeur. Tu signes plus de contrat avec moi parce qu'il n'y a plus de confiance qui est possible. Et la confiance c'est la base. Et la confiance c'est la base du droit international. Donc aujourd'hui, par exemple, Trump est en train d'essayer de négocier un accord avec l'Iran. Mais l'Iran, s'ils sont malins, ils vont se dire, mais lui, il revient sur sa parole, et il fait des tarifs, des droits de douane, et le lendemain, il change d'avis. Donc, ça inspire pas la confiance, et effectivement, la confiance, c'est le ciment du droit international. Mais ce qui est dangereux, et qui, en même temps, d'une certaine manière, est positif, je pense, c'est que aujourd'hui, les États, partout dans le monde, vont se dire, mais attends, en fait, c'est-à-dire que notre sécurité, elle dépend, et aux États-Unis, c'est un peu spécial, c'est-à-dire que tu as 40 mecs au Michigan qui changent d'avis, et ça fait changer puisqu'on n'est pas sur une élection comme en France, à la majorité, c'est-à-dire que chaque État a des représentants, et donc un État, un swing state, peut basculer du jour au lendemain. Et donc, en gros, ça inspire pas confiance, parce que quelques individus dans les États clés, les swing states, peuvent faire changer totalement la face du monde, et donc, au niveau économique, politique, militaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être en sécurité, il faut diversifier et plus avoir les États-Unis comme unique allié. Et ça va pousser l'Europe aussi à faire les mêmes conclusions, quoi. Ouais, c'est ça, c'est surtout la question dans laquelle est plongée l'Europe. D'autant que l'Europe n'est pas exempte aussi de ses propres extrêmes droites. Je pense notamment à la Hongrie, qui est très, très liée notamment à la Fondation Héritage et à tous les think tanks réactionnaires états-uniens, et qui cherchent aussi de leur côté parce que du coup la Hongrie elle se fait tout le temps condamner par la CEDH pour
tout, globalement, et qui cherche progressivement aussi à pouvoir se désengager au maximum de la Cour européenne des droits de l'homme, des aspects des traités de l'Union européenne qui lui plaisent le moins, etc. Et on voit un petit peu que ça commence à inspirer aussi à l'intérieur de l'Europe ce genre de mouvement, quoi. Ouais, bah parce qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent rester dans un marché commun avec plus de 350 millions de consommateurs, mais ils veulent pas les textes sur les droits de l'homme et le respect du droit international. Mais moi, j'ai tendance à dire ce qui se passe à Gaza, ou en tout cas le contexte actuel, en fait, il fragilise aussi l'Union européenne parce que, honnêtement, si l'Union européenne, c'est simplement des accords commerciaux, bah, il suffit que la Chine ou l'Indonésie nous donnent des accords plus favorables. Il suffit qu'il y ait un mieux offrant et puis... Bah voilà, dans ce cas, on n'en a rien à faire d'être avec les Hongrois, les Estoniens ou les Portugais, parce que dans ce cas-là, c'est... Après, si c'est une question de valeur... Bah, il faut avoir de la cohérence entre nos discours et nos actes. C'est-à-dire que si on dit que non, l'Union européenne, on est ensemble parce qu'on partage des mêmes valeurs, bah, il faut que ces valeurs, elles soient matérialisées dans les actes, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Cela dit, il y a aussi une tentative de reconstruction de valeurs autour de la xénophobie avec l'Europe forteresse, etc. Il y a aussi, de la part de ces extrêmes droites-là, une tentative de redéfinition aussi. En fait, j'y pense parce qu'on a fait une émission récemment avec un autre streamer de Zawaprod sur les OQTF. Ouais. Et sur toute la politique de lutte contre l'immigration, etc. Et comment l'Europe s'est progressivement constituée et pensée en fait comme forteresse à partir du moment où notamment les pays de l'Europe occidentale se sont rendus compte que si on continuait de traiter l'Europe de l'Est comme des pays de merde, ça allait être une passoire à migrants, ils allaient venir par là et du coup le verre serait dans le fruit à cause de là. Donc il y a aussi cette pente aussi d'une construction alternative bien sûr. qui met pour le coup totalement à plat, pour en faire remplacer le système de valeurs universelles des droits humains par un système... Ouais, mais parce que tu l'as dit, en fait, tu sais, quand tu as dit l'histoire, c'est une construction, c'est une narration, en fait, c'est un récit, mais de la même manière, c'est-à-dire que tant que l'Europe, c'était l'Europe occidentale, l'invasion, elle venait de l'Europe de l'Est et on n'avait rien à voir, on n'avait que des valeurs entre nous. Enfin, je veux dire, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, c'est pas si vieux que ces deux histoires qui avaient rien à voir et après, on les a réunis et aujourd'hui, on a un nouveau récit qui est, non, on est le peuple allemand. De la même manière, entre un Hongrois et un Français, il n'y avait absolument aucun lien, ni géographique, parce qu'on est beaucoup plus proche du Maroc ou historiquement de l'Algérie. En termes de valeurs, ou même d'histoire, on est plus proche de l'Angleterre ou des pays méditerranéens, des autres pays du Maghreb. Et donc, il y a toute cette construction aujourd'hui, effectivement. Mais bon, ça fait partie de tout projet d'alliance et de construction européenne. Donc ça me dérange pas en soi. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit ce système à quel point il est fragile, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la stratégie de l'extrême droite, par exemple en France, c'était de rejeter l'Europe. Parce qu'en gros, nous, on est Français, on n'est pas Européens. Et puis, ils voyaient que ça marchait pas trop et que peut-être la meilleure idée, c'était en fait de rentrer au Parlement européen et puis de déconstruire le truc de l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, le Parlement européen, il est quasiment à l'extrême droite. Ouais. Donc... Mais parce que, bon, du coup, de toute façon, là, j'ai l'impression que... on part dans tout. Après, on est en train de brosser un tableau assez déprimant. En plus, j'allais venir sur Trump qui commence à vouloir déporter ses propres citoyens. Mais ok, mais moi, je vois quand même le verre à un quart plein. Hein, donc, non, si tu veux... Mais non, parce que voilà, la question, c'est que, bon, du coup, donc, tu parlais de la décision de la CPI vis-à-vis de Gaza et sur Netanyahou comme qui allait être vraiment le test. Et en effet, du coup, la CPI a délivré des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou, Galante et d'autres responsables du Hamas. Qui sont tous morts. Oui, ils ont été assassinés entre-temps. Du coup, l'autre question qui s'est posée après, et l'autre question qu'on me posait dans mon chat quand j'essayais d'expliquer ça, c'était du coup, après un mandat d'arrêt, il se passe quoi ? Et du coup, j'étais en mode, du coup, si Netanyahou il voyage en France, on est obligé de l'arrêter et de l'amener là-bas. Ah ok, est-ce qu'on va le faire ? Et en fait, il y a aussi cette question-là qui revient du coup au problème qui est du coup fondamental, ce qui est celui des États en fait, et est-ce que les États vont suivre. C'est aussi que il y a cette décision qui est quand même historique, qui est quand même très importante de se dire que la CPI quand même indique une volonté de sanctionner un État qui est quand même allié et les responsables
d'un État qui est quand même allié aux États-Unis, qui est lié à l'Europe, rien qu'ils sont à l'Eurovision, etc. Culturellement, qui a toute une politique de rapprochement, etc. Mais la question après, c'est et après. Ouais. Écoute, juste, je vais faire une petite parenthèse de 2 minutes de positivisme pur. Okay. Oui, c'est vrai, c'est un moment dur. Mais en même temps, c'était un moment de test. On savait qu'on allait y arriver, il y a un moment. Et donc, quand on me dit, oui, maintenant, c'est terrible ce qui se passe. Mais parce que pour les Palestiniens, c'est terrible ce qui se passe. Mais quand est-ce que ça a été beaucoup mieux pour eux ? Ils n'ont jamais eu d'État. Aujourd'hui, la France, en juin, va reconnaître la Palestine. Moi, j'aurais jamais pensé que Netanyahou soit l'objet d'un mandat d'arrêt. Aujourd'hui, dans les rues, la raison pour laquelle on essaye d'invisibiliser les mouvements pro-palestiniens de défense des Palestiniens, c'est parce qu'ils sont massifs dans les universités, chez les jeunes. Donc, il y a quand même cet espoir. Même au niveau de la justice internationale ou de l'ONU, on parlait de ça. Mais moi, je trouve que c'est super que les États-Unis perdent en puissance, qu'on n'est plus sur un discours purement occidental, mais qu'on aille sur les questions des valeurs et de l'égalité et de la justice, et que ça doit aussi se retrouver dans les mécanismes politiques, comme à l'ONU. Il n'y a aucune raison que l'Inde, qui est le pays le plus puissant, le plus peuplé au monde, soit pas représenté dignement, que les Africains n'aient pas la voix au chapitre, etc. Finalement, il y a une repolitisation un petit peu des... Il y a une repolitisation, il y a un changement, une métamorphose du monde qui est douloureuse, extrêmement douloureuse, mais qui n'est pas forcément négative. Effectivement, en Europe, on a l'impression que tout s'effondre, mais en Amérique du Sud, il y a aussi des courants démocratiques. C'est un combat. En fait, la démocratie et le droit, c'est un combat permanent. Et donc, aujourd'hui, peut-être qu'on s'était un peu endormi. Aujourd'hui, on comprend que il faut repenser l'action. Et on comprend que même en France, on voit qu'en réalité, si on s'endort trop, on a l'extrême droite qui est au pouvoir ou qui est au bord aux portes du pouvoir, et que donc voilà, ça nécessite que regarde les médias, voilà, des nouveaux médias. Bon s'il y a plus la parole dans les médias traditionnels, vous créez vos propres médias et donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie très positive. Maintenant, moi, sur mon domaine d'expertise, c'est pareil. Le droit, il a toujours été politisé. Et là, en l'espace de 5 ans, j'ai un mandat d'arrêt contre le président d'une puissance nucléaire d'un membre permanent. Un mandat d'arrêt contre Netanyahou. On ne l'a pas dit, mais on a un mandat d'arrêt aussi contre le chef des talibans pour persécution basée sur le genre. On a un mandat d'arrêt contre le responsable du génocide des Rohingyas au Myanmar. Enfin, on est sur vraiment... On a l'Afrique du Sud, qui est quand même l'État qui voulait quitter la CPI et qui dénonçait ce système, la justice internationale comme un peu néocoloniale, qui est maintenant le fer de lance de la justice. Donc... Vraiment, il y a énormément de dynamisme aussi qui sont extrêmement positives, mais une révolution, y compris politique, ça se fait pas sans des frictions. Et donc, moi, je trouve que c'est très bien. On va pas parler de ça, mais c'est comme MeToo, c'est comme tous ces trucs. C'est douloureux et on a l'impression que... Mais en fait, c'est parce qu'il y a des vérités qui avant étaient cachées, qui aujourd'hui arrivent sur le débat public. Donc, oui, c'est vrai qu'on n'a quasiment jamais autant de parlé de droit international que de ces 3-4 dernières années. Oh non, jamais. Même moi, la Cour internationale de justice, j'avais tendance à skipper un peu, à pas aller aux cours, parce que c'était cette vieille institution, je comprenais pas exactement. Mais maintenant, tout le monde me parle de la Cour internationale de justice, des débats entre l'Afrique du Sud et Israël, tout le monde suit. Donc non, on est vraiment dans une période aussi de vitalité du droit, parce que justement, peut-être, il a jamais été autant remis en cause que ces 10 dernières années, où notamment la jeunesse investit les instruments du droit, où il y a plein de gens qui me disent mais moi je suis passionné sur Twitter par tes trades, etc. Il y a 3-4 ans je faisais un trade sur la CIJ, ça aurait pas marché comme ça. Donc non, il y a de l'espoir quand même. Donc ça, c'était pour la parenthèse. Du coup, j'ai oublié ta question. Oui, c'était sur c'était pour revenir sur la dépression. Ouais, c'est ça. Oui, le sentiment d'inertie un petit peu de ok, il y a un mandat d'arrêt. Ah oui. Mais du coup, tant que Netanyahou, il va. Mais je crois que c'était comme la fois où Poutine il s'était ramené, je crois, en Mongolie. Oui, en Mongolie. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que en réalité, ce qu'on disait, la justice internationale et l'ONU d'ailleurs a pas de force et donc dépend des États.
Donc ça, c'est frustrant. Ouais. Pour chacun d'entre Ça, nous oui. qui y croit, on se dit, mais il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité non plus un moment où le président d'un autre État pouvait être arrêté. C'était les immunités qu'on ressort d'ailleurs aujourd'hui du chapeau, ouais. etc. Et surtout un président qui massacrait son propre peuple ou un autre peuple, bah, c'était business as usual, quoi. Donc, le fait qu'aujourd'hui on soit indigné parce que Netanyahou a survolé le territoire français ou que Poutine est allé en Mongolie sans être arrêté, mais c'est un changement tel, c'est une révolution telle dans le discours public que moi, ça me rend optimiste quand même. Et puis, je l'ai toujours dit, hein, oui, la France, elle est hypocrite. Oui, les dirigeants politiques, ils vont pas vouloir arrêter Netanyahou, mais qui viennent à Paris, puis on verra s'il n'y a pas un juge d'instruction qui lance un mandat d'arrêt. Donc, je pense quand même que le droit international n'est pas parfait, mais je suis super optimiste parce que les gens, ils critiquent pas le droit international parce qu'il est trop efficace, ils le critiquent parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas suffisamment efficace. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup d'ambition et qu'ils aspirent justement à un modèle encore plus universel et plus efficace. Bah, c'est exactement ce qu'on souhaite aussi. Et c'est un truc qui a fait émerger du coup la place du peuple, des populations civiles aussi dans ces mobilisations-là, comme outil de pression majeur. Enfin, ça a été en filigrane un peu dans tout ce qu'on a dit. Mais Exactement. je me rappelle, c'était un vieux débat qu'on avait. C'était beaucoup Bertrand Badi un petit peu qui en parlait à l'époque de on va arriver dans une ère où le multilatéralisme sera remplacé par le transnationalisme et c'est les peuples qui vont faire la politique. Et parfois, je le regardais un petit peu en mode oui, bon, c'est bien gentil, papier, reste des États. Mais comme on parle de repolitisation, forcément, on voit aussi comment ces mouvements populaires arrive aussi à obtenir des choses. Je pense notamment à la campagne BDS sur Gaza, qui a réussi à faire plier aussi des entreprises. Bien sûr. Donc, c'est aussi un... Comment dire, c'est aussi un motif d'espoir, on va dire. Je vais revenir sur les... En fait, j'avais prévu d'aller sur l'espoir au niveau des populations. Mais, non, parce qu'en fait, mais parce qu'on est sur un combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise comme Facebook, Meta ou comme X, on voit l'influence que ça a concrètement qui est largement supérieure à ce que des États pourraient avoir. Mais en même temps, on est tous des utilisateurs, des consommateurs, etc. Et donc, on a aussi ce pouvoir. Et aujourd'hui, les frontières, elles veulent plus dire grand-chose. Tu vois, toi, tu peux communiquer. Quelqu'un qui est en Australie peut regarder cette émission. Les idées circulent, les gens voyagent. Donc, les États continuent à être extrêmement puissants parce que c'est eux qui ont le monopole de la puissance, notamment de la police, de l'armée. Mais aujourd'hui, effectivement, on assiste à un éclatement du pouvoir dans les mains de différentes personnes, y compris des citoyens, tu l'as dit, par leur pouvoir économique, par leur droit de manifester, et principalement par le bulletin de vote aussi. C'est ça, on a des problèmes parce qu'on ne sait pas trop pour qui voter, mais c'est quand même un pouvoir important, mais qui n'est pas le seul de manifester. Et c'est aussi une expression, Et pour parler, moi, de ce que je connais du droit international, on a des ONG aujourd'hui ou des associations, mais qui ont un moyen de pression énorme. Je veux dire, par exemple, on a créé avec d'autres collègues juristes Jurdi, qui est une association qui essaye de mettre aussi la pression à la fois même pas la pression en fait, qui essaye on est tous des experts du droit international, des professeurs, des avocats, des juges, et on dit les députés, les médias, quand vous dites ça, c'est pas vrai ou c'est vrai. Et par exemple, on a envoyé une lettre au président Macron quand Netanyahou a survolé on a eu une réponse, ça a été retranscrit dans les médias, etc. Donc, je pense que oui, les gens ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne l'imaginent, parce qu'en fait, c'est le collectif qui fait au final la force, quoi. Mais cela dit, parce qu'en fait, je trouve que dans la période qu'on vit actuellement, ça me fait beaucoup penser à beaucoup de périodes dans l'histoire du monde et l'histoire de l'Europe, mais ça me fait beaucoup penser à la période d'entre-deux-guerres. Bon, c'est pas pour être pessimiste que je dis ça, mais où il y avait aussi une énorme foison de réflexion juridique
et notamment où les gens voyaient déjà à l'époque l'échec de la Société des Nations. Tu avais tout un courant pacifiste qui était qui se posait la question de comment d'ailleurs beaucoup des travaux en fait qui ont été des réflexions en fait juridiques qui ont été faites dans l'entre-deux-guerres ont informé aussi la la charte de San Francisco. Ouais, la charte des Nations Unies, voilà. Et est-ce que, parce qu'on parlait tout à l'heure du Conseil de sécurité avec la question des membres permanents et du veto qui est quand même un reste finalement un reste colonial, un reste d'un monde dirigé par la puissance, par le principe de la puissance et qui est opposé totalement en fait au reste des principes de l'ONU, au principe de l'universalité. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion à engager sur comment est-ce qu'on peut revoir aussi cette architecture internationale, que ce soit au niveau de l'ONU ou Moi, je pense que dans ces moments de blocage, et on ne sait pas encore, l'avenir nous dira, est-ce qu'on est au pic de la crise du droit international et des guerres, etc., ou est-ce qu'on est dans le tout début? Ça, on le verra. J'espère qu'on est dans une période de pic et bien sombre et qu'on n'ira pas plus loin, mais effectivement, ça dépendra aussi de la réaction des populations aux États-Unis, des manifestations contre Trump, en France aussi, etc. Mais oui, donc la nature a horreur du vide, mais en même temps, dans ces périodes de crise, comme tu le disais, il y a la créativité. Je vais te donner quelques exemples. Le Conseil de sécurité est bloqué, mais aujourd'hui, les grandes décisions économiques, elles ne se prennent pas à l'ONU. Elles se prennent au G20, au G7. Et donc, le G20, d'une certaine manière, c'est déjà beaucoup plus démocratique, d'une certaine manière. En tout cas, c'est plus représentatif de la diversité des États du monde. De la même manière, pour moi, le domaine que je connais bien... Après, ça vient quand même court-circuiter le multilatéralisme. Ça reste une rencontre entre dirigeants et non pas entre exactement, diplomates. mais avec... diplomates, mais... Exact. Mais avec quand même... Là, je parlais juste du nombre d'États. Au lieu d'en avoir 5, t'en as 20. Mais après, par exemple, sur moi, le domaine que je connais le mieux, qui est la justice pénale internationale, on est bloqué... Par exemple, la Syrie, bloquée à cause du veto russe. Qu'est-ce que fait l'Assemblée générale? Normalement, tous les tribunaux dont tu parlais, notamment le tribunal que tu as mentionné, Rwanda, mais aussi celui pour le Liban pour lequel j'ai bossé, ils ont été créés par le Conseil de sécurité. Sauf que là, bloqués, et sur la Palestine, pareil. Pour la même raison, les Russes sur la Syrie, les Américains sur la Palestine. Qu'est-ce que fait l'Assemblée générale des Nations Unies? Elle dit, écoutez, nous, on ne peut pas créer de tribunal international, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un mécanisme qui centralise toute la preuve et qui la redonne aux juges et aux procureurs nationaux. Ce qui fait que, par exemple, sur la Syrie, aujourd'hui, un nombre extrêmement important de responsables syriens, à la fois du gouvernement et des groupes armés comme Daesh, ils sont condamnés en France, en Allemagne, au Canada, sur la base de la preuve qui a été collectée par ce mécanisme de l'ONU créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que le Conseil de sécurité était bloqué. Pareil, les États-Unis auraient bloqué tout tribunal sur la Palestine. Et ben, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on a une CPI, une Cour pénale internationale qui appartient pas à l'ONU, et le procureur dit, moi, je lance un mandat d'arrêt. Et l'Assemblée générale des Nations Unies, qui aujourd'hui se dit, bon, on va peut-être faire la même chose qu'on a fait sur la Syrie, sur la Palestine. Et comme ça, demain, tu pourras avoir un soldat israélien, par exemple, poursuivi en France pour les crimes commis à Gaza sur la base de la preuve qui aurait été collectée par ce mécanisme. Donc voilà, il y a de la créativité, il y a des ONG, il y a des sociétés civiles qui aujourd'hui... Mais c'est vrai que là-dessus, ça a toujours été un peu comment dire, cette question du rapport de force entre l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. C'était aussi, pendant la guerre froide, ça a été sur la question des opérations de maintien de la paix. Et c'était la question de la possibilité pour l'Assemblée générale de décider des opérations de maintien de la paix avec la résolution Hutchison à l'époque. Exact. Et qu'après, le Conseil de sécurité, à chaque fois... En gros, c'était, pour expliquer au chat, c'était en gros si le Conseil de sécurité échouait à garantir son rôle dans le maintien de la paix. Donc si c'était bloqué à cause des vétos, et ça l'était beaucoup, l'Assemblée générale pouvait voter une résolution là-dessus. Et après, il y a eu en fait plein de tentatives de contournement de l'Assemblée, puis l'Assemblée qui essaie de contourner le contournement, etc. Donc, tu as aussi dans ces rapports de force-là une écriture en fait de la pratique, parce que la politique, c'est
des traités et des règles d'organisation, mais c'est aussi de la coutume et c'est aussi de la façon de faire. Exact. Et tu sais, une des choses qui est intéressante avec le chaos et l'anarchie, c'est qu'en fait, ceux qui en bénéficient le plus, c'est quand même les puissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le droit international, notamment la Charte des Nations Unies, elle bénéficie d'abord aux États-Unis et à la Russie ou à la Chine, qui violent aussi le droit international. Mais il y a un jour où l'Assemblée générale des Nations Unies pourrait dire, mais les membres du Conseil de sécurité disent non, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi ? Parce que la Charte des Nations Unies l'interdit. Ouais, mais si vous ne respectez pas le droit, nous non plus, on ne le respecte pas. Donc, ça, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que les gens, ils utilisent le droit, et on le voit un peu avec ce double discours, quand ça les arrange. Et après, ils ont peur de ceux qui violent le droit. Mais voilà, dans cette période un peu de chaos, il y a aussi une réorganisation et peut-être que l'Assemblée générale demain, ou des États comme l'Inde, diront vous savez quoi, si c'est comme ça, nous on quitte les Nations Unies, ce qui serait dangereux. Mais c'est possible. C'est possible de quitter, sauf que tu n'es plus un État et du coup tu n'as plus de vote. Reconnu, mais ça ne m'étonnerait pas que Israël sont tellement loin dans le rejet de tous les outils du multilatéralisme, qu'un jour, ils disent, vous savez quoi, nous on quitte l'ONU. Oui, mais si vous quittez l'ONU, c'est-à-dire que vous n'avez plus voix à aucun chapitre, et n'oubliez pas que c'est l'ONU qui vous a créé aussi. Donc, il y a un peu... Et la Palestine aussi, la plupart des droits que les Palestiniens ont obtenus, c'est grâce à l'ONU. Donc, il y a toujours ce jeu un peu... Et d'ailleurs, on le voit avec la CPI aussi. Aujourd'hui, il y a plus d'États qu'il y en avait il y a 5 ans. Aujourd'hui, on en a 125. Et même des États qui avaient menacé de quitter, à part le Burundi, il n'y a aucun État. Et les Philippines... est-ce que les Philippines... Non, même pas les Philippines ont annulé. Donc, il n'y a que le Burundi pour l'instant. Et la Hongrie qui l'a dit, mais on verra s'ils le font, qui ont annoncé quitter. Donc, voilà, d'une certaine manière, même quand on rejette le droit, on aime bien la sécurité que ça profère. Et puis même, entre-temps, il y a quand même des précédents. Tu reviens un peu. Ouais, avec plaisir. Je parle trop, donc... Même entre-temps, il y a quand même des précédents aussi qui ont été posés, puisque c'est pas parce que tu quittes la CPI que tu ne peux pas être inquiété. Que tu ne peux pas forcément être inquiété non, exact, par un mandat d'arrêt, parce que c'était le cas. Il me semble que... des Philippines. Oui. Ouais. Et aussi du Kenya. Oui, parce qu'en fait, les juristes qui ont rédigé le statut de Rome, ils ne sont pas stupides. Et les États aussi. Ils savaient très bien qu'il y avait cette possibilité. C'est très facile de dire « mais ça ne s'applique pas à moi, du coup... » Et donc, il y a une règle dans le statut de Rome qui dit que pendant 1 an, après la notification de l'intention de quitter le statut de Rome, le procureur a toujours compétence pour enquêter sur les crimes et pour lancer un mandat d'arrêt. Et donc, tous les crimes qui auraient été commis jusqu'à aujourd'hui plus 1 an, eh bien, du coup, continuent de pouvoir faire l'objet d'enquêtes et de poursuites de la part du procureur. Mais après, même des États qui ne sont pas partis au traité peuvent aussi... oui, parce que c'est le cas pour la Russie. Voilà, c'est le cas pour la Russie et Israël. Donc, en fait, la Cour pénale internationale, il y a demande de déclenchement de sa compétence. Ouais. Pour un peu expliquer... pour expliquer. Désolé, ça part un peu dans tous les sens. Mais du coup, en gros, la CPI, elle est compétente pour... si 2 critères sont remplis. Le premier... Est-ce que le crime a eu lieu sur le territoire d'un État qui est parti ou qui a reconnu la compétence de la Cour ? C'était le cas de l'Ukraine, c'est le cas de la Palestine. Ouais. Ils sont États partis. Avant, ils avaient reconnu déjà la compétence de la Cour. C'est une forme de moyen de recours pour les victimes, en fait. Exactement. C'est pour un État de se protéger et de protéger sa propre population contre une agression ou des crimes extérieurs. Et l'autre, c'est si l'auteur a la nationalité d'un des États partis, ce qui permettrait par exemple éventuellement à la Cour de poursuivre des auteurs français ou anglais qui commettraient des crimes par exemple en Syrie ou en Irak, même si l'Irak ou la Syrie ne sont pas des États partis. Et donc voilà, pour ce qui est de la Russie et d'Israël, c'est simple, les crimes ont eu lieu sur le territoire d'un État qui est parti, donc il n'y a aucun doute, la Cour est compétente. Ok. D'accord. Donc oui, donc il y a toujours des moyens quand même d'avoir recours au droit, même si les puissances essaient même si certaines puissances essaient de... Bien sûr, mais parce qu'en fait, le droit international, c'est toujours un combat historique entre
souveraineté et universalité d'une part, d'autre part. Et donc, en réalité, c'est deux principes importants. Hein. Si on parle de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire aussi que les États doivent avoir le droit d'être souverains. Mais l'idée qui est du droit international et de la justice, c'est qu'il y a des choses qui sont même plus importantes que simplement la souveraineté. Et c'est pour ça que un dirigeant, même s'il a été démocratiquement élu, il peut pas faire tout ce qu'il veut contre sa population, ou il peut pas massacrer la minorité dans son pays, même si la majorité est totalement d'accord avec ça. C'est notamment ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Hitler avait été élu, c'est ce qui s'est passé au Rwanda, c'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, le fait que tout ce débat sur est-ce qu'Israël est une démocratie ou pas, mais ça n'a absolument aucune pertinence pour qualifier les actes et les crimes qui ont lieu aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza. C'est vrai qu'il y a aussi une autre question, et on en a un petit peu parlé quand on parlait du Rwanda, c'est qu'il y a la question de la responsabilité des dirigeants, on va dire, mais il y a aussi la question de la responsabilité des populations. Je crois qu'à l'époque, c'était même une critique qu'avait formulé Hannah Arendt vis-à-vis de Nuremberg, c'était que, ok, on a condamné les... Voilà, mais en fait, on aurait aussi dû faire le procès de la société elle-même. Et il y a des... Comment dire ? Il y a des expérimentations qui sont faites aussi, mais comment est-ce qu'on étend les mécanismes du droit international et du droit pénal international, y compris dans son aspect de justice transformatrice aussi, aux sociétés entières? Parce qu'en fait, déjà, il y a la première chose, c'est la Cour internationale de justice. Si, par exemple, demain, elle reconnaît que Israël a violé la Convention sur la prévention et la répression du génocide, comme le demande l'Afrique du Sud, ce sera l'État israélien qui est condamné, pas les dirigeants, l'État israélien. Oui, donc parce que du coup, la CIJ, donc Cour internationale de justice, elle condamne les États. Elle condamne les là où États. La CPI condamne les personnes. Exactement. En tout cas, elle tranche les différents entre États, effectivement. Mais après, c'est là où il y a un différent devoir. C'est-à-dire que le travail des juristes... notamment spécialisés en droit pénal international, c'est d'identifier les individus qui sont responsables. Mais le principe central de la justice pénale internationale, ça reste la complémentarité. Ça veut dire qu'il appartient aux États de condamner leurs propres citoyens qui ont commis des crimes, ce qui est normal. C'est-à-dire que la France, s'il y a quelqu'un qui a commis un crime, quel qu'il soit, un viol, un meurtre, un vol, c'est d'abord la France qui va juger que ce crime ait eu lieu en France, au Maroc ou en Italie. Et donc, a fortiori pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou de génocide. Et donc, les tribunaux internationaux n'interviennent, notamment la CPI, n'intervient qu'en dernier ressort, à partir du moment où il n'y a pas d'autre alternative et que donc, soit Israël n'a pas jugé ses ressortissants qui ont commis des crimes. Il ne va pas se juger lui-même, donc... voilà, mais ça peut arriver, c'est-à-dire que... peut-être oui, il peut être poursuivi par les magistrats de son propre pays. De son propre pays. Si un militaire français commet un crime... au Mali, par exemple, il appartient aux juridictions françaises de le juger avant tout. C'est intéressant parce que ça ramène un peu à la maison le droit international. Enfin, c'est que ça nous sort de ce côté-là de c'est le droit international, c'est compliqué, etc. C'est aussi à l'échelle des États qu'on construit. Bien sûr. C'est-à-dire que toute l'idée de la Cour pénale internationale, c'est de dire nous, on est là au cas où un État n'a pas la volonté ou la capacité de juger. Et c'est d'ailleurs, et c'est cumulatif, et c'est d'ailleurs un des arguments des Israéliens, c'était de dire non, mais nous on a la volonté et la capacité de juger nos propres soldats, c'est pour ça que vous n'êtes pas compétents. Et donc, à partir du moment où il y a eu un mandat d'arrêt, c'est que à la fois le procureur et les 3 juges de la Chambre ont dit non, vous avez peut-être la capacité, mais vous n'avez pas la volonté réelle de juger vos dirigeants pour les crimes commis à Gaza. Donc, parce qu'il faut que ce soit les mêmes crimes. Hein. C'est pas, on va pas dire, oui, regardez, on a lancé un mandat d'arrêt contre... où Netanyahou est poursuivi pour corruption, donc c'est bon, il est il se passe rien pour Gaza. Non, il faut que ce soit pour les mêmes actes. Mais aussi, ça questionne la question, par exemple, des franco-israéliens qui commettent des actes aujourd'hui à Gaza. Quand un Français part rejoindre Daesh et qui commet des crimes, on le condamne, on le juge et on le condamne en France. Il y a eu le procès des geôliers de Daesh il n'y a pas longtemps.
Et c'est totalement normal. On poursuit nos citoyens, on les condamne. Et donc, si c'est des Franco-Israéliens qui aujourd'hui combattent à Gaza et qui commettent des crimes, il n'y a aucune raison que ce soit pas la France et les juridictions françaises qui d'abord enquêtent pour savoir ce qui s'est passé et si des crimes ont été commis, les condamnent. Oui, ça pose du coup l'accès aux sources et l'accès aux enquêtes, etc. Je sais que notamment pour le cas de la Palestine, que ce soit les médias, que ce soit les enquêteurs internationaux, l'accès est encore bloqué. Enfin, oui, l'accès est entravé, d'ailleurs, aux journalistes même internationaux. Ouais. Et puis on tue les journalistes palestiniens justement pour être sûr qu'il n'y ait pas de témoins. Mais c'était la même chose en Syrie. Ouais. Je veux dire, les policiers français n'avaient pas accès au territoire syrien, ce qui ne les a pas empêchés de mener des enquêtes sur les crimes commis par les Français qui avaient rejoint Daesh. Donc, je veux dire, les enquêteurs, et je suis bien placé pour le savoir, il y a une partie des enquêtes que j'ai menées dans ma carrière qui étaient à distance, comme aujourd'hui d'ailleurs je travaille sur le Sri Lanka, je n'ai pas accès au Sri Lanka. Donc voilà, il y a des moyens avec, notamment aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc. Et en plus, le sentiment d'impunité est si fort chez certains, c'était le cas pour Daesh, c'est le cas aussi pour l'armée israélienne, qu'ils se filment et ils diffusent des trucs sur TikTok. Donc c'est même pas si compliqué d'établir les crimes. Et aussi de rappeler, comme je le fais souvent, que le droit international, il est basé sur différents modes de responsabilité, y compris des complices. Donc, si on considère qu'entraver l'aide humanitaire, comme l'a fait la CPI et la CIJ d'ailleurs, qu'entraver l'aide humanitaire, c'est contribuer aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide en cours à Gaza. Le simple fait de bloquer un camion d'aide humanitaire, on est complice de ces crimes. Et donc, si un Français a fait cela, eh ben, il doit être poursuivi. De la même manière, les tribunaux et le droit international reconnaissent que l'occupation de la Cisjordanie, c'est un crime de guerre. Donc le fait de vendre une maison en Cisjordanie aujourd'hui, c'est un crime de guerre, c'est une complicité de crime de guerre et on peut être poursuivi pénalement pour ça. Oui, ça avait été le scandale sur ce salon immobilier qui vendait des propriétés. Y compris des entreprises. Je veux dire, Lafarge a été condamné pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Syrie pour avoir continué à, notamment avoir donné de l'argent à Daesh pour continuer à fabriquer du ciment en Syrie. Il n'y a aucune raison que des entreprises françaises qui aujourd'hui tout en sachant que leurs activités contribuent à des crimes en Palestine, ne soient pas demain poursuivies, l'entreprise et son dirigeant. Et ça va arriver. Pas tout de suite, mais non, ça va arriver. Il y avait une question un peu technique dans le chat, quelqu'un qui posait la question de qui a la responsabilité quand il y a un mandat d'arrêt international, je sais pas, voilà, qui a la responsabilité d'engager les poursuites. Par exemple, en France, c'est qui peut l'arrêter globalement? C'est un peu, je crois que c'est les États, c'est-à-dire c'est avec. Mais voilà, est-ce que c'est un juge, est-ce que c'est un procureur, est-ce que c'est un policier? Alors ça dépend de chaque État, en fait, des procédures nationales. Okay. Mais en France, par exemple, ce qui se passe, c'est que le procureur de la CPI ou le greffier envoie le mandat d'arrêt au procureur général à Paris, qui est le procureur général en France, c'est généralement celui qui est en charge de toute la coopération judiciaire. Donc, s'il y a un truc d'Interpol, s'il y a un autre mandat d'arrêt d'un autre pays, la boîte postale, quoi. Voilà, la boîte postale, c'est le procureur général. Donc, la CPI envoie au procureur général à Paris, qui lui ensuite dit, OK, je sais que tel criminel qui est recherché par la CPI va atterrir à l'aéroport de Roissy ou va voir un match de foot au stade Vélodrome, j'envoie au procureur local ou au juge d'instruction qui doit ordonner à la police d'aller arrêter cet individu. C'est ce qui s'est passé en Italie il n'y a pas longtemps, en janvier. Il y a un Libyen qui allait assister à un match de foot de la Juventus de Turin. Et donc, il y a eu un mandat d'arrêt, sauf qu'ensuite, le gouvernement de Meloni a dit « Non, vite, essaye de t'échapper ». Et donc, aujourd'hui, l'Italie pourrait être poursuivi, sanctionné par la CPI pour défaut d'arrestation, comme la Hongrie le sera pour ne pas avoir arrêté Netanyahou. Quand on regarde ça, on a l'impression qu'il y a tellement de trucs qui devraient être condamnés que, est-ce que même matériellement, je me rappelle justement en 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine, je crois que c'était Karim Khan qui était encore procureur général de la CPI, qui disait j'ai pas assez de moyens pour faire assez de... Non, parce que ces crimes, j'étais en Ukraine aussi, mais aussi c'est ça, c'est le travail du procureur de la CPI, c'est un travail ingrat, parce que
forcément, ce qu'il fera, ce sera une goutte de justice dans un océan d'impunité. Donc, il a 400 enquêteurs, juristes, etc. Et avec ça, il doit enquêter sur tous les crimes commis par toutes les personnes partout dans le monde. Donc, forcément, il doit choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc, si on voit toujours le verre à 99% vide, on va dire, mais pourquoi tu as fait la Palestine et pas le Nigeria ? Pourquoi tu as fait le Nigeria et pas la Colombie ou le Venezuela ? Et il va dire, parce que j'ai qu'un budget de 150 millions de dollars tous les ans, ce qui est ridicule pour un mandat aussi large. 400 personnes, imagine 400 personnes, 400 policiers à Paris, c'est même pas la brigade de l'environnement, quoi. Donc c'est ridicule pour tous les pays du monde. Donc forcément, il est obligé de prendre un dossier pour un crime. Et c'est pour ça que, par exemple, même si on prend juste la Palestine ou juste l'Ukraine, Poutine est poursuivi uniquement pour la déportation d'enfants. Netanyahou est poursuivi uniquement pour les crimes à Gaza et par exemple rien encore sur la Cisjordanie. Oui, parce qu'il y avait une enquête depuis 2012, je crois. Oui, c'est ça. Alors l'enquête, elle a été ouverte en 2015 par le procureur, en 2021 officiellement par le procureur, suite à la saisine en 2015. Mais le procureur, lui, il enquête, il a la discrétion, donc il peut enquêter sur ce qu'il veut. Et après, il y a aussi la preuve, c'est-à-dire que, sur la Cisjordanie, c'est pas très compliqué parce que c'est une politique coloniale assumée, mais ce qui est difficile, les gens comprennent pas, ils disent oui, mais Poutine, il est responsable des crimes en Ukraine, mais il faut pouvoir, ou Netanyahou pour le bombardement, mais il faut prouver que c'est lui qui a donné l'ordre de bombarder cet hôpital, qu'il savait à ce moment-là que cet hôpital, faut remonter la chaîne de commandement, faut être certain que c'est constituait pas une cible militaire à ce moment donné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Donc tout ça, c'est un travail d'enquête long et qui doit être établi en audience. Il n'y a rien de pire pour un procureur que de perdre un dossier, que tu as fait 10 ans d'enquête, les victimes, elles ont de l'espoir, tu amènes la personne et tu as un acquittement. Et le procureur de la CPI a eu énormément de mal à obtenir la condamnation de dirigeants politiques. Gbagbo a été acquitté, Kenyatta, l'ancien président du Kenya, a été acquitté. Donc, le plus on remonte dans la chaîne de commandement, le plus c'est difficile parce qu'il faut établir la preuve avec des témoins. Les témoins sont menacés, ils sont tués, ou parfois ils sont payés pour changer leur version. Donc c'est compliqué. Oui, parce qu'en plus, après, du coup, c'est comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il faudrait augmenter les moyens ? Déjà, c'est... Comment elle est financée ? Comment c'est décidé un peu ce genre de financement ? Alors la CPI, elle est financée par les États partis au statut de Rome, c'est-à-dire les 125 États. Chacun contribue un peu tous les ans, 2-3 millions d'euros pour ce budget. Et au final, ça forme tout le budget de la CPI, mais qui est indépendante, c'est-à-dire que les États peuvent pas dire moi je te donne 3 millions pour les enquêtes en Ukraine. Non, c'est le procureur est indépendant, il y a le budget global. Le procureur en a une partie et ensuite lui décide je veux que ces enquêtes elles soient plutôt orientées là-dessus et c'était un peu l'idée, ce qui est dangereux parce que on donne beaucoup de pouvoir au procureur et en même temps c'était l'idée justement d'avoir une personne suffisamment indépendante, intègre et honnête pour travailler sans pression du Conseil de sécurité ou des États, y compris de l'État qu'il représente. C'est-à-dire que Karim Khan, il est britannique, il ne représente pas le gouvernement anglais comme le juge français à la CPI. Une fois qu'il est élu, il représente la CPI et pas la France comme moi. Quand je suis fonctionnaire des Nations Unies, mon passeport n'importe pas. Je suis fonctionnaire des Nations Unies et si je travaille pour le tribunal spécial pour le Liban ou pour la CPI demain, je représente la communauté internationale dans son ensemble, pas mon pays. Oui, dans le chat, il parle de la juge qui s'est retirée parce qu'elle avait eu des pressions et tout. Il y a énormément de pressions aussi. Les pressions, elles sont extraordinaires. Oui, cette juge, elle s'est retirée. De toute façon, les pressions, elles ne sont pas difficiles à voir. Allez voir l'article du Guardian, mais qui a été repris dans Le Monde par Stéphanie Maupas sur toutes les pressions dont l'ancienne procureure Fatou Bensouda a été victime de la part d'Israël et des États-Unis, mais c'est mieux qu'un James Bond, quoi. Si vous lisez cet article, c'est incroyable. C'est vraiment des méthodes de voyous. Pareil avec les Russes qui ont essayé d'infiltrer la CPI au Brésil, ils avaient envoyé un espion pendant plus de 10 ans qui, du coup, est devenu brésilien et qui a postulé pour un stage à la CPI en tant que brésilien. Et c'est les services secrets
néerlandais avec l'ACPI qui ont réussi à le détecter avant qu'il puisse infiltrer la cour. Mais tous les tribunaux pour lesquels j'ai travaillé, forcément, il y a des espions et souvent au très haut niveau. Hein. Ah ouais. Bah oui, parce que les États sont très intéressés de intéressés savoir ce qui se passe. Et si on peut, en amont, faire disparaître un témoin ou un document communiqué, ça intéresse. Donc, allez lire les articles sur tous les moyens de pression qu'a utilisé Israël contre l'ancienne procureure et contre le nouveau. Je vous dis, c'est mieux que n'importe quel film à Hollywood. Hein. Ouais, si quelqu'un a l'article dans le chat, n'hésitez pas à le partager. Ouais. Oui, il y avait une autre question, c'est comment est-ce que les peines sont appliquées? Genre, c'est en mode, je sais pas, genre, une fois que tu es condamné, où est-ce que pareil, détenu, c'est la coopération des États. C'est-à-dire qu'il y a une prison à Scheveningen qui est à côté de La Haye, qu'une toute petite ville au bord de la mer à côté de La Haye, qui est la prison des Nations Unies. Donc, les gens qui sont arrêtés, ça, un jour, il faudrait faire un film là-dessus, parce que du coup, vous aviez Karadzic et Mladic avec Gbagbo, et en gros, vous avez genre tous les grands criminels de guerre. C'est la VIP du monde. Quoi. Voilà, exactement. Comme ça, si un jour ils veulent faire des plans pour dominer le monde, ils peuvent... le plan d'évasion, t'imagines Ouais. Non, mais pour... Attends, c'était quoi la série là où il se tatoue le plan de la prison c'est Prison Break. Oui, Prison Break. Non, mais pour être allé dans les prisons des Nations Unies, ça ressemble plus à un centre gériatrique qu'autre chose, quoi. Il y a des vieux qui jouent aux échecs ou au tennis quand ils peuvent, qui regardent la télé et qui discutent de la politique globale. Parce que ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a... Si on reparle à un moment de mon métier, c'est quelque chose qui m'a choqué, en réalité. C'est que la première fois, quand j'avais 25 ans, donc mon premier dossier, je lis l'acte d'accusation et je me dis, mais je vais serrer la main du diable, pour reprendre le titre du livre. Oui, parce que du coup, t'as défendu, t'étais dans la parce que j'ai défendu un génocidaire, puisqu'il a été condamné pour génocide. Donc, je me dis, je vais rencontrer, mais c'est horrible quand je lis. Et puis, quand je rencontre le client, je rencontre déjà quelqu'un, un responsable politique, donc qui est cultivé, qui est éduqué, qui a une famille, qui explique la difficulté de la guerre, de prendre des décisions. Et c'est ça aussi qui fait, moi je trouve, la beauté de ce travail, c'est que on se rend compte qu'on travaille comme procureur, comme représentant des victimes ou comme avocat de la défense. En fait, c'est des questions qui sont complexes. Et donc, ensuite, tout le travail, et c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de problème à travailler dans les différentes branches de ce droit, c'est que, pour moi, ce qui est important, c'est les principes, y compris le droit à un procès équitable. Et donc, si je suis procureur, moi, le procès équitable, c'est important, mais c'est le rôle de l'avocat. Moi, mon truc, c'est de prouver les crimes et contre l'individu que je poursuis. Si je travaille pour la défense, c'est de m'assurer que mon client il a un procès équitable et qu'il a le droit de contester toute la preuve. Si c'est pour les victimes, c'est juste d'être la voix des victimes en audience. Et c'est la même chose qu'on soit au tribunal de Créteil ou de Pontoise ou à la Cour pénale internationale. C'est pour ça qu'en réalité, la substance du métier elle reste la même. Dans ta pratique, dans ton expérience, ça a été quoi les moments les plus forts? Ça fait un peu bateau de dire ça comme ça, mais les plus, forts, que ce soit en termes de dilemme. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être une question bête. Non, c'est une très bonne question, honnêtement, et qui va surprendre, tu sais. Paradoxalement, moi, c'était le premier procès pénal en France, en fait, où c'était un meurtre dans une bijouterie et une des victimes était morte sur un des micros de surveillance. Et pendant 6 minutes, on entend cette personne agoniser. Et c'était un procès aux assises. Et il était 23h quand le procureur diffuse... cet enregistrement, c'est la fin du procès. Et là, tout le monde est en pleurs. Le procureur, les jurés, les avocats des parties civiles, la défense. Et du coup, c'est vraiment là où ça remet l'humain. Donc ça, c'est vraiment la chose qui, moi, m'a rappelé que quand on parle de meurtre, etc., c'est viscéral, c'est comment dirais-je, c'est physique, quoi, c'est horrible. Et du coup, j'ai essayé de garder ça aussi dans toute ma pratique. C'est-à-dire que même quand on fait des crimes de masse, quand je lisais l'acte d'accusation de mon client, ou quand au contraire, aujourd'hui j'enquête sur des crimes de masse, j'essaye de toujours me rappeler qu'en réalité, derrière chaque nom, derrière chaque dossier, il y a des histoires individuelles traumatisantes. Si on se fait attaquer dans la rue,
on s'en rappelle toute notre vie. Alors imaginez quelqu'un qui a perdu son père, dont le frère a été tué sous ses yeux. Et ça, c'est des choses qu'il faut se rappeler derrière les chiffres horribles qu'on voit aujourd'hui. Des dizaines de milliers de morts en Ukraine, des dizaines de milliers de morts aussi en Palestine. En fait, il y a des histoires individuelles de gens qui sont détruits. C'est vrai que cette matière-là, c'est une matière que je pratique aussi quand je fais de l'analyse politique. C'est que aussi, j'aime beaucoup essayer de comprendre pourquoi les gens se tournent vers l'extrême droite, par exemple. Pourquoi les gens se tournent vers, par exemple, sur la question de la transphobie. Pourquoi les gens se retrouvent rassurés. Là, récemment, le Royaume-Uni, la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a défini le sexe par une donnée uniquement biologique. Bref. Mais t'avais une vidéo des dames, donc des femmes transphobes qui sortaient du tribunal en joie, en train d'applaudir, etc. Tu poses la question, mais qu'est-ce qui crée cette joie en fait chez ces personnes? Pourquoi est-ce que tu ressens du plaisir, de la satisfaction, un souffle de respiration à te dire que tu vas dégager tous les étrangers et que tu vas les déshumaniser et que ça va être mieux pour toi? Et c'est vrai que c'est une matière d'autant plus, j'imagine, complexe à naviguer quand il s'agit de crimes de génocide, quand il s'agit de crimes de guerre, etc., où c'est autrement plus viscéral qu'il y a de la mort de masse. Ouais, mais les dynamiques sont les mêmes, parce qu'en fait, la dynamique, c'est la peur. Oui. C'est la peur de l'autre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pousse un Hutu à aller tuer son voisin Tutsi avec lequel il a été pendant 20 ans Et quand tu l'interroges, il te dit non, oui, c'était mon voisin, mais c'était lui ou ma famille, c'était lui ou moi, même si c'est pas vrai, mais ça veut dire qu'on a tellement lavé le cerveau. C'est la même chose chez une personne transphobe, c'est la peur je sais pas, c'est quoi la peur que la race humaine disparaisse ou que sa fille ou son fils ne soit pas conforme au modèle social imaginaire. La peur de l'étranger, c'est la même, c'est la peur d'ailleurs qui est parfois contradictoire, de perdre son travail ou au contraire de la violence, etc. Donc c'est toujours la peur de l'autre, quel qu'il soit. Oui, il y a une escalade morbide en fait qui se fait en fonction de l'échelle. Mais c'est cette peur qui, quand elle est alimentée par la politique, par le politique, qui aboutit à des crimes de masse. Et c'est exactement, tu citais Hannah Arendt, c'est exactement l'objet de ses recherches et de son ouvrage. La banalisation du mal, c'est ça, c'est qu'en réalité, ces violations massives des droits de l'homme, c'est d'abord des peurs individuelles qui, petit à petit, se matérialisent d'un point de vue politique ou criminel. Ouais, c'est... Ah merde, du coup j'avais un truc en tête, mais j'étais trop passionné. Ah ok, mais du coup le moyen de lutter, c'est l'éducation, c'est la discussion, et c'est pas force. Alors il faut un peu de stigmatisation, il faut arrêter aussi avec ce truc de c'est jamais la faute du mec qui met son bulletin dans l'urne, non, mais et surtout qu'aujourd'hui quand on veut savoir, on peut savoir. Mais c'est important justement moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, et toi aussi. Dans cette communication, c'est d'essayer de partager aussi une conviction ou un savoir, une expertise, et de dire, voilà, il faut aussi débunker certains mythes, etc., et en discuter à tête reposée, et pas forcément être chacun dans notre camp, parce qu'au bout d'un moment, sinon on va jamais aussi recréer les passerelles qui sont nécessaires. Au bout d'un moment, il faut faire société, et si on discute que entre nous, on va être convaincu, mais tout seul, quoi. Donc, Oui, j'ai retrouvé la question que j'avais en tête. C'est parce que je pensais à la façon dont parfois, de façon très de mauvaise foi, quand je sais pas, on milite pour la Palestine, on me dit oui, vous n'avez pas pensé au Congo, vous n'avez pas pensé à tel truc, etc. Et qu'il y a un truc presque terrifiant de se dire oui, il y a aussi le Congo, il y a aussi le Soudan, il y a aussi la Darfour. Mais souvent les mecs qui disent ça, c'est pas ceux qui s'intéressent au Darfour ou au Congo. Non, mais derrière cette mauvaise foi, c'est vrai qu'il y a il y a un saisissement qui prend en fait quand on voit ça. C'est que est-ce qu'on est à une période de l'histoire de l'humanité qui est celle des crimes de masse? Alors j'ai l'impression de dire ça, on disait ça après 45, tu vois, en mode c'est l'ère de la modernité, c'est celle des crimes de masse, tu vois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est de caractéristique dans notre époque en fait, ou c'est...
Non, Enfin, parce que pour parler du Rwanda, le Rwanda, on parle quand même de 1 million de morts ou 800 000 morts en 3 mois. Ouais. Tout le monde qui va tuer des crimes de masse, il y en a eu aussi. On parle de la Syrie, l'Irak, c'est 100 000 morts. Ils sont Du coup, non, les crimes de masse ont toujours eu lieu. Aujourd'hui, il y a à nouveau une période effectivement de violence extrême. Ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, c'est que déjà avec je dirais Hiroshima, c'est un crime de masse. Oui, Nagasaki aussi, la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration. C'est les évolutions aussi modernes de la guerre qui ont amené de plus en plus à Voilà, les mais civils, c'est ça. où les civils sont devenus Le des développement de la entière. technologie permet aujourd'hui, à des États et demain peut-être à des groupes armés, effectivement, de commettre des crimes de masse. Et c'est ça qui est d'autant plus inquiétant. Et la réponse, elle est par le droit. Parce que si on est dans l'anarchie, demain, quelqu'un qui arrive et on pense toujours aux bombes nucléaires, etc. Mais demain, avec un bon pirate, pourra couper l'électricité d'un État et donc tuer les gens qui sont sous assistance respiratoire, etc. Donc, c'est déjà rien que même l'évolution des modalités de la guerre. On parle beaucoup des cyberattaques, notamment de la Russie, etc. Mais j'ai l'impression aussi que les modalités de la guerre et de la létalité, de la mise à mort, on peut appeler ça comme on veut, se développent aussi de façon à se situer un petit peu en dessous de la barre de détection, un petit peu du droit, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un contournement, une tentative de contourner un petit peu le droit en essayant, par exemple, c'est un hacker russe, mais on peut pas remonter à l'État, donc on sait pas trop si c'est commandité. Oui, si c'est ça, guerre, exactement. Groupe comme Wagner, etc. C'est exactement ça l'objectif. À laquelle j'avais c'est ça, sur la place des groupes armés. C'est d'avoir des proxys, mais d'ailleurs, c'est pas les Russes qui l'ont inventé non plus. Je veux dire, les Américains avant avec Blackwater, etc. C'est aussi cette privatisation de la guerre. Ou de la sécurité, ou de la police. Voilà, donc c'est aussi le pendant de ce dont on parlait tout à l'heure, davantage d'acteurs privés ou publics qui, aujourd'hui, s'ingèrent, mais parfois pour la bonne cause, dans les affaires publiques. Ça a aussi des revers, c'est-à-dire qu'on a aussi, demain, on pourrait très bien avoir un groupe comme celui d'Elon Musk, qui dit, moi, aujourd'hui, je considère aussi qu'il faut une police à part, une armée à part, et avec tous les risques que ça pose. S'il y a une désétatisation, on va dire, de la violence légitime, j'aime pas du tout ce terme, la revendication de la violence légitime, bref. S'il y a une désétatisation, le droit aussi, déjà, quoi qu'il arrive, les gens, ils ont un passeport, donc ils peuvent être poursuivis parce qu'ils appartiennent à un État, quoi. Mais il y a aussi une nécessité d'évoluer, mais en fait, finalement, le droit... j'ai l'impression que c'est un peu la conclusion du truc. C'est un jeu permanent du chat et de la souris, en fait. C'est toujours... Oui, le droit est par définition réactif, c'est-à-dire qu'il essaye d'anticiper. Mais par exemple, aujourd'hui, une des menaces principales, c'est aussi les armes autonomes. Par exemple, on parle d'autonomie dans les voitures, etc. Mais l'homme étant l'homme, c'est toujours le militaire qui est à la pointe de la technologie et de la recherche. Et donc, c'est certain que dans quelques années, si on n'a pas de traités qui sont établis avant, on aura des armes autonomes létales. Et donc, ça veut dire que des êtres humains seront tués par des robots. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'est pas du tout dans de la science-fiction. On y est quasiment. Et c'est pour ça que face aux catastrophes qui nous menacent globales, de ces armes autonomes, de l'intelligence artificielle mal utilisée, de l'environnement, il faut des réponses multilatérales. Parce que si on retourne à un truc purement étatique et qu'on dit non, moi je fais, et c'est un peu ça aussi le problème des mouvements d'extrême droite, non, mais il faut des réponses nationales. Mais on n'est plus dans ce monde, les amis. Ce monde est dépassé. Et donc, de dire contre l'environnement, le réchauffement climatique, non, moi, je fais ce que je veux, pas de souci. C'est tout le monde qui mourra ensemble, les bêtes, quoi. Oui, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a que l'idée même de prévention se retrouve toujours mise en échec. Même, moi, ce que je trouvais presque schizophrène à analyser, c'était au moment du coup de l'audience à la CIJ,
Donc c'était au nom de la Convention de prévention du Mais de répression du génocide, de répression du génocide. Et du coup, c'était, il y a un risque de... Et en fait, que t'es en mode, est-ce que je suis en train de décrire un génocide qui est en train de se dérouler? Est-ce que je suis en train de prévenir un risque? Mais du coup, en fait, comment dire, le stade de la prévention du risque de génocide, est-ce que le niveau de la preuve est pas trop bas pour que les gens pour que les gens se mobilisent et se réveillent de, ah bah tiens, là, il commence à y avoir des discours politiques génocidaires dans tel pays, par exemple. Et du coup, bah, au nom de la prévention, il faut les arrêter tout de suite. Et ah ben non, c'est de la censure politique. Enfin, il y a un truc de... La prévention est tellement complexe à mettre en place qu'on se retrouve que j'ai l'impression qu'on se retrouve au nom de la prévention à finalement juger après les faits, en fait, finalement. Ouais, mais bon, ça c'est délicat. Moi, ça fait 18 ans que je travaille dans les crimes internationaux. Je peux pas te dire le moment. Il n'y a pas un moment où avant c'est pas un génocide, après c'est un continuum. Voilà, c'est un continuum. Est-ce que le génocide ou la Shoah, elle a commencé en 41 au moment de la solution finale, en 39 au moment de la guerre, en 36 au moment déjà, ou en 33, ou même quand Hitler commence à écrire Mein Kampf. Donc ça c'est totalement... Et c'est pareil pour le génocide Tutsi. On dit c'est le 6 avril 94, mais dès les années... la fin des années 80, tu as déjà des mouvements extrémistes, distribution de machettes, etc. Et donc, même la racialisation bien sûr. Donc aujourd'hui, de dire il y a et c'est exactement l'objectif de la Convention de 1948, c'est exactement ça, c'est de dire il faut détecter les signaux. Et notamment la CIJ, quand elle dit qu'il y a un risque de génocide, c'est dès ce moment-là où on ne sait pas, on aura des débats ensuite, est-ce qu'on est dans un génocide ou dans un risque de génocide? Aujourd'hui, moi je considère qu'on y est, et d'ailleurs la plupart des experts le pensent également, mais dès qu'il y a un risque de génocide, c'est le moment où les États ont des obligations légales de prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir, y compris les sanctions économiques, l'embargo, etc., pour prévenir le génocide. Moi j'ai tendance à dire sur la prévention... si je dis que dans ce verre d'eau, il y a un risque qu'il y ait du poison, je ne vais pas le boire comme ça. Et donc, si on considère que ça, c'est suffisamment effrayant pour prendre une prévention totale, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour le crime des crimes qu'est le génocide? Donc, il ne faut pas attendre d'en être certain. Non, prévention, ça veut dire... Je pense qu'il y a un réel risque, et donc je prends les mesures qui s'imposent. Ouais, mais du coup, c'est toute la difficulté de faire comprendre... Je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le principe même des droits de l'homme est de plus en plus remis en question et un peu... balayé, oui. Dans le cas, dans les discours politiques, bien sûr. Voilà, remis un peu... oh là là, on s'en fiche un petit peu. C'est de maintenir toujours actif aussi le advocacy, putain j'ai le mot en anglais, oui, le plaidoyer. Le plaidoyer en fait pour la nécessité du droit, parce que il y a un peu ce truc là de, si tu regardes un petit peu vaguement avec la montée de l'extrême droite aujourd'hui, tu te dis les gens ont oublié parce que les dernières personnes qui ont connu la Seconde Guerre mondiale commencent à mourir, exact. Du coup les gens oublient, ils recommencent. En fait, oui, mais il y a un plaidoyer actif à faire, et en fait c'est une tâche politique, mais en même temps c'est, comment dire, comment la faire sans tomber dans la nécessaire relativité des valeurs qu'il y a dans le champ politique aussi, tu vois. C'est que si la politique, c'est l'affrontement entre différentes idées, différents principes, dans ce cas, ces principes sont sans cesse remis en question et remis sur la table, quoi. Non, c'est clair, mais c'est des vases communicants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de droit ou la justice qui est remis en cause avec, par exemple, la condamnation de Marine Le Pen, mais comment est-ce que vous allez faire comprendre à quelqu'un qui commet un délit en France, un délit routier, trafic de drogue ou des violences volontaires, que c'est important de respecter le droit et la justice si même les responsables politiques le font pas. Et c'est la même chose, en fait. Tu vois, on parlait des droits LGBT, par exemple. Mais moi, je l'entends toujours, les discours qui étaient soutenus notamment par les démocraties occidentales. Aujourd'hui, des États qui sont plus réticents, qui disent « Mais attends, vous venez avec les droits LGBT et vous faites rien pour des enfants qui sont tués. » Et donc... il y a ce rejet maintenant de tous les droits, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, quand tu fragilises un droit, tu fragilises tous les autres droits. Et il n'y a rien de pire pour le droit que l'hypocrisie. Parce qu'en fait, la justice, pourquoi est-ce que le symbole, c'est la balance? C'est-à-dire que si on a le sentiment qu'en fait, une justice, elle est comme ça,
bah, c'est plus de la justice, c'est juste une instrumentalisation politique ou à travers des règles. Ouais. Mais la seule raison pour laquelle la justice au niveau local, national, régional ou international peut marcher, c'est à partir du moment où les gens sont convaincus qu'il y a une forme d'équité et d'impartialité. Sinon, c'est la fin. Et l'alternative au manque de justice, la conséquence du manque de justice, c'est la violence. Il n'y a pas d'autre alternative. Ouais. Bah, je trouve que ça fait une bonne petite conclusion. Bah, écoute, là-dessus, je crois que ça fait 1h30 à peu près, un peu plus d'une heure et demie qu'on discute. Enfin, même presque 2 heures, bref. Le temps passe vite. Mais en tout cas, c'était une discussion vraiment passionnante. Bon, évidemment, on n'a pas fait le tour de tout. Je sais pas si tu as d'autres... avant de finir, de toute façon, il reste du temps, on peut aller jusqu'à quand on veut. Si tu as d'autres trucs un petit peu que nous avons envie de parler, je sais pas, d'expérience, de trucs. Non, je me disais, je sais pas quel est l'âge du public, mais si c'est des jeunes, j'ai envie de dire, 1, intéressez-vous au droit. Ouais. 2, ne pensez pas que c'est impossible. Comme je vous le disais, moi, j'étais pas un super élève, comme ça on revient sur le début. J'étais pas un super élève, par contre, j'ai trouvé ma passion. Et aujourd'hui, j'ai une... carrière où des fois, quand je prends un peu de recul et je me dis, mais en fait, professionnellement, c'est vraiment la vie dont j'aurais rêvé et qui me paraissait totalement impossible. Et maintenant que je côtoie beaucoup de gens dont on entend parler aussi à la télé ou des juristes, je me dis, mais en fait, voilà, on est tous égaux. Et donc, c'est pas parce que vous avez que vous n'êtes pas de la bonne famille ou du bon milieu social ou que même vous avez des bonnes notes que vous ne pouvez pas y arriver. C'est juste un peu la volonté, la passion. Et donc j'espère que vraiment il va y avoir une nouvelle génération de juristes, d'activistes, d'avocats, de procureurs qui vont prendre le relais, parce que c'est ça au final qui me fera espérer que demain soit meilleur que hier, quoi. Et que justement... cet espoir qu'on a quand même dessiné au milieu de cette période extrêmement sombre fait que en fait le relais va être repris par des gens plus éduqués, plus intelligents, plus réactifs. Donc voilà, c'est un peu ça. Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type de carrière ou par ce type d'études, mais vraiment allez-y et puis n'ayez aucune limite que vous-même, quoi. C'est pour ça aussi que je suis content de t'inviter, parce que tu es tellement optimiste, ça permet de contrebalancer mon pessimisme permanent. Pourtant, tu vois, je travaille dans des crimes de guerre. Oui, ça fait 18 ans que je travaille que sur des meurtres de masse. Mais non, parce qu'en fait, l'optimisme, c'est un choix. C'est-à-dire que... Et c'est un luxe. Moi, j'ai le luxe d'avoir cet optimisme parce que... ceux de Gaza ou ceux d'Ukraine ou du Darfour, eux, ils n'ont pas d'autre choix. Ouais. Donc, c'est aussi un mécanisme de survie qui fait que c'est ça qui fait qu'on se lève tous les matins et qu'on se dit, tu sais quoi, s'il y a une seule personne qui est condamnée pour tous ces crimes... moi j'aurais fait le proverbe du colibri, où il y a le feu de forêt, il y a tous les animaux qui regardent et puis il y a juste le petit colibri qui amène sa goutte d'eau. On lui dit mais ça sert à rien, il dit oui mais je fais ma part. Si on fait tous notre part, on n'arrivera peut-être pas à éteindre l'incendie mais au moins à le contrôler. Donc voilà, faut être optimiste et faut se lever le matin et se dire on essaye encore. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment une discussion intéressante. Je suis hyper content. Merci beaucoup le chat d'être resté jusqu'au bout. Je voyais que vous n'avez pas été très très sage, vous n'avez pas fait beaucoup de dons, mais vous pouvez vous rattraper sur le Tipeee. Siraz, tu peux mettre le lien du Tipeee, parce que c'est ce qui nous permet de financer un peu ce studio-là en fait. Faut financer les lumières, les caméras, etc. Ce qui nous permet de vous faire des super émissions en plateau régulièrement avec des invités de qualité. Voilà, merci beaucoup le chat, merci beaucoup Johan. Merci Cassandre. Et voilà, on se retrouve bientôt. Voilà, le lien du Tipeee est dans le chat. N'hésitez pas à faire des dons, à tout ça, à soutenir la chaîne, à soutenir Zawa Prod. Et voilà,